Madame, Monsieur, une question ce matin à vous poser. Le secrétaire général du comité central du RDPC peut-il remettre une décoration officielle au nom du chef de l'État? Je reprends cette question, Madame, Monsieur, question importantissime. Le secrétaire général du comité central du RDPC peut-il remettre une décoration officielle au nom du chef de l'État? Ces événements se sont déroulés à Banjoun ce week-end où Jean Kuete a décoré l'homme d'affaires richissime Photo Victor. Cette confusion de genre continue dans ce pays et pourtant nous avons dénoncé plusieurs fois et longtemps dénoncé ces confusions-là au Cameroun alors qu'on se pose des questions. On voit des gens monter au créneau pour défendre l'indéfendable et dire qu'il n'y a aucun décret qui a attesté de la sortie du gouvernement de l'ancien vice-PM. Donc on voit bien qu'il y a un débat qui se fait, une polémique inutile qui se crée. Pourtant on sait très bien que ce qui a été fait à Banjoun est complètement en dehors de la pratique républicaine pour ceux qui se revendiquent de la République comme on le voit au quotidien. On va également dire que ce 13 mai 2019 marque dès ce jour à 15h, comme je vous l'ai dit en entame, une réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU qui va se réunir sur le cas Cameroun, alors qu'on voit très bien qu'un semblant de dialogue est amorcé depuis la semaine dernière par le vice-premier ministre, par le premier ministre John Gouté, qui a, comme vous le savez, fait une chose que beaucoup ont appelée la main tendue du chef de l'État. On voit également que dans cette main tendue, on a rien entendu de ce qui va se passer avec les séparatistes. On voit des rencontres avec des personnes qui sont peu ou prou pour cette République. Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont pris les armes pour se séparer du Cameroun, puisque c'est eux qui sont actuellement en train d'être aux prises avec nos forces de défense et de sécurité sur le théâtre et le chaudron de la crise anglophone au nord-ouest et au sud-ouest. Madame, Monsieur, bonjour. Comme chaque matin, ce programme va se donner pour mission de disséquer, de commenter, décrypter des faits pour ce pays, le Cameroun. Et les protagonistes sont en place. D'abord, vous, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Inégou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier ce matin à deux personnes. La première, Robert Mouté Ambassa, qui dit à l'endroit d'Anissé Kane, je cite, « C'est vrai qu'il nous soutient dans beaucoup de plateaux, mais ce n'est pas un soutien sincère. C'est un soutien intéressé. Il est opposant, mais il soutient le RDPC pour nous tromper. » La deuxième personne, c'est Koumvondo, le président du Parti Univers, qui dit « Monsieur Biya ne gère plus. Il ne règne plus. Sommes-nous dans une monarchie? Pourquoi ces jeux troubles? » Autant de points d'interrogation. Mais c'est bien que les visages ou les masques portés par les visages commencent à tomber. Voilà, merci beaucoup à vous, Monsieur Bachou Chalamel. En tout cas, des questions se posent. Est-ce que le dialogue national ou la conférence nationale souveraine, telle que on le voit à travers les commentaires des uns et des autres, peut se faire avec le chef de l'État actuel au Cameroun? La question se pose surtout qu'on peut imaginer que 37 ans de pouvoir, il y a beaucoup de tard, il y a beaucoup de choses sur lesquelles le pays a échoué. On voit bien que le patriotisme s'est effrité au profit du tribalisme. On voit très bien aussi qu'il y a ce tribalisme d'État qui s'est donc implanté dans ce pays. On sait que le président Ahidjo à son temps avait réussi à mettre en place un pays où les patriotes se battaient pour que tous les Camerounais puissent être à l'aise et que désormais on a un pays à l'ambris où chacun ne pense qu'à lui-même, où chacun ne pense qu'à son intérêt personnel et non à l'intérêt de la nation. C'est malheureux parce qu'on voit de nombreuses personnes qui ont volé beaucoup d'argent. Lorsqu'on voit la CAN 2019, le raté de cette CAN-là, on se dit au Cameroun, désormais, le patriotisme a foutu le camp dans la classe dirigeante de ce pays. Évidemment, on peut s'interroger sur est-ce que ce sont ces personnes-là, cette élite comprador qui va gérer ce dialogue, cette conférence-là. On a des raisons de douter de leur sincérité, puisqu'on sait que le Conseil de sécurité est aujourd'hui, avec sa pression, à l'origine de tout ce qui est fait avec le PM Joseph John Gouté. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Dans l'arrondissement de Koumba 3, Eric Fopoussi, le bras de fer se poursuit entre autorités administratives et autorités traditionnelles. Le sous-préfet justement de cette localité ordonne aux chefs traditionnels de rejoindre immédiatement leur chefferie
faute de quoi ils seront sanctionnés. En tout cas, ce rapport de force continue. Qui remportera ce bras de fer, justement à l'honneur même à la célébration du 20 mai. On en parle toujours dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On fera un tour à Ezeka et également dans la partie septentrionale du pays, à travers l'hôpital régional de Garoua, Eric Fopoussi. Notre week-end est chargé d'informations et on reviendra bien sûr sur ce que les internautes pensent de cette actualité. Et on va dire que ce qui s'est passé à l'hôpital régional de Garoua est inadmissible, qu'une infirmière puisse injecter de l'alcool dans le corps de nouveau-né, 8 mois seulement, l'enfant avait 8 mois, et on a donc fait cette erreur professionnelle, une erreur, on va le dire, répréhensible. C'est bien que le ministre est sanctionné, mais ça ne suffit pas. On constate qu'il y a une résurgence, une récurrence des cas comme ça, et il y a qu'à le constater, de nombreuses personnes qui ne sont pas recrutées de par leurs compétences, comment ces personnes sont formées, comment ces personnes réussissent à avoir donc comme on le voit, la charge d'administrer des soins à des personnes, à des Camerounais, et quand on en soit à cette situation où une personne confond le médicament à injecter et injecte de l'alcool dans le corps d'un enfant. Là, c'est inadmissible, c'est intolérable tout ça. Flores vous l'a dit, rendez-vous 11h05 pour en parler sur ce plateau, mesdames, messieurs. Également sur le plateau ce lundi 13 mai 2019, mesdames, messieurs, j'ai l'occasion évidemment de dire bonjour à vous, Boro Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Pour la première fois, le Premier ministre représentant du gouvernement a rencontré le leader de l'opposition, John Frundi, chairman du Social Democratic Front. Et le SDF, de la voix de son chairman, a fait des propositions concrètes, parmi lesquelles la possibilité d'annuler les élections cette année pour que le Cameroun se lance dans la résolution de la crise qu'il traverse. Merci. Surtout que John Frundi, lui aussi, se propose comme médiateur dans cet éventuel futur dialogue. Madame, messieurs, on voit très bien que là encore, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites par le gouvernement, parce que si on continue comme on le voit, avec ce concours de sourire sans attaquer les problèmes au fond, on va revenir au statu quo, comme on l'a toujours fait depuis 37 ans dans ce pays. Madame, messieurs, démarrons le programme de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Voici Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aussi au panel. Ce matin, on s'intéresse à l'histoire d'un défunt. Il est déjà décédé et le confident nous a fait comprendre qu'il ne pouvait pas nous décliner l'origine ethnique du défunt. Alors, le problème est celui d'Oscar, Luc Oscar, qui est décédé il y a 2 semaines. Et étant donné qu'il est camerounais et que sa région n'a pas été déclinée, on va juste vous raconter son histoire de manière brève. Alors, Luc est décédé, ça fait 2 semaines et il a les obsèques ont été préparées et tout. Et au moment maintenant, Luc Oscar. Il s'appelle Luc Oscar. D'accord. Au moment d'aller à l'inhumation dans son village natal, arrivé là-bas, il s'avère que le chef du quartier n'avait pas été informé de cela et le chef supérieur non plus. Et c'est comme ça que la famille de Luc est allée a rencontré le chef du quartier pour lui soumettre la doléance. Ce qui n'a pas été favorable puisque le chef du quartier a dit non, moi je ne peux pas décider. C'est au chef supérieur de décider parce que moi je ne le connais pas. D'accord. Alors, ils se sont dirigés vers la chefferie supérieure et le chef supérieur a dit « Je ne le connais pas en tant qu'élite de ce village, je ne le connais pas en tant qu'enfant de ce village parce que je ne l'ai jamais vu dans une des cérémonies de cette communauté et je ne le connais pas parce qu'il n'a pas de maison ici, il n'a pas de concession dans mon village. Où est-ce qu'on va l'enterrer lui? Dans la concession de ses parents ? Ou alors dans la sienne puisqu'il n'en a pas. Alors le chef supérieur a dit qu'il fallait qu'on aille l'enterrer là où il a sa concession, là où il a sa maison, peu importe si c'est en ville, si c'est en étranger, n'importe où, mais pas dans sa terre. Alors, notre confident nous dit qu'ils sont dépassés, ils sont pris entre un piège parce qu'eux, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas cette situation-là. Puisque ce n'est pas forcément quelqu'un de la famille très proche. Il nous dit qu'ils ne savaient pas cela et ils sont pris dans le fer, entre le fer et l'enclume parce que à ce moment donné, où est-ce qu'on l'enterre? Dans ces multiples terrains qu'il a en ville, que ce soit de la Yaoundé, où est-ce qu'on va faire ses obsèques et ses funérailles? Et étant donné que la famille elle-même est divisée par rapport à cette situation,
situation, il a la confession de ses parents, tout le monde dit non, on va l'enterrer ici, et ainsi de suite. Et le chef a même sorti une dépêche pour empêcher toute autre activité sur dans la concession familiale de ce monsieur. C'est-à-dire qu'il a sorti une dépêche qui dit toute personne n'ayant pas une maison, une concession au village dans son territoire ne pourra plus être enterré là-bas. Donc, si quelqu'un a une maison en ville, qu'il fasse tout pour avoir sa maison au village. Au cas contraire, il ne sera pas enterré dans son village dorénavant. Donc, maintenant, on est là en train de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette situation. Comment expliquer déjà qu'on en arrive là. En fait, il revient maintenant à tous ceux qui nous regardent de pouvoir participer. Alors, moi, j'ai une question. Avant de revenir sur votre expression tout à l'heure, avoir une maison au village, ça veut dire quoi? Avoir une concession construite. Avoir construit. Oui. Même si on a un terrain et qu'on n'a pas construit, ça pose problème? Cette situation ne nous est pas révélée. Oui. Oui. Donc, on nous a parlé de concession. Peut-être s'il avait, mais il n'en avait pas. C'est-à-dire? Le défunt n'en avait pas. Il n'avait pas de terrain. Il avait le parent, mais son père a sa concession. Et il faut la sienne parce qu'il est père, il a une grande famille. Non, mais c'est un enfant, on veut dire. Si on sait tous que lorsqu'on sort d'une concession des parents, on sait tous que c'est là qu'on va être enterré. Bref, on va avoir l'occasion d'en débattre tout à l'heure. L'autre expression, Karine Sonsa, je vous taquine un tout petit peu quand même, parce que quand vous dites entre le fer et l'enclume, ça existe cette expression, dites-moi. Ça existe? C'est peut-être entre le marteau et l'enclume, vous sortez entre le marteau et l'enclume. Oui. Voilà. Donc en fait, ils sont entre le marteau et l'enclume, clairement. Merci de créer quand même l'expression entre le fer et l'enclume. Faut qu'on y pense prochainement, entre le fer et l'enclume. Alors, il faut clairement le dire comme on le voit. Le chef de ce village, on voit qu'il a une intention réelle de faire en sorte que les gens reviennent au village, que les gens viennent construire des bâtisses au village. On voit désormais des gens qui commencent à le faire, même si parfois vous voyez des personnes qui restent en ville, qui s'y établissent, qui estiment qu'ils doivent rester là même à leur retraite. Ça change un peu de l'époque où les gens venaient en ville, travaillaient et au soir de leur retraite décidaient de rentrer au village pour gérer leur retraite. Désormais, vous voyez des papas, des mamans très âgés qui sont en ville et qui prennent du plaisir à l'être sans aucun souci. Donc le chef peut être dans une logique où il veut ramener ses fils et filles au terroir pour qu'ils viennent s'établir, pour qu'ils viennent construire les choses. Mais sauf que là, il y a un corps, il y a une question, il y a un corps qui est là. Comment on gère cette situation? Est-ce qu'il faut passer outre la décision cheval du chef, ou simplement faire ce que les ancêtres disent en la matière, si on considère que le chef en réalité est la courroie de transmission entre les ancêtres et nous. Donc il y a quand même des questions, des zones d'ombre qu'il va falloir éclaircir dans l'histoire de ce matin. Bon, bien, je commence par vous. Quels sont vos propos? Ce sont les faux chefs. Les faux chefs. Et faux pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à concilier le côté que vous avez évoqué, le courroie de transmission entre les ancêtres et les vivants, oui, mais également leur rôle d'auxiliaire d'administration. Vous savez, ça existe généralement dans le Grand Ouest et dans le Grand Nord, les sociétés préalablement féodales. Oui. Lorsqu'on enterre quelqu'un, la dernière phrase que tout le monde prononce, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Et comme ça, voilà l'expression consacrée. Ici, le chef, hier, en fait, il disait quoi? On venait à la chefferie, et quand on vient à la chefferie, on ne vient pas les mains vides. Oui. Mais comment fait-on lorsque le chef n'habite pas là? Vous voyez, vous avez vu l'inverse qui est arrivé. Le chef, lui, l'a envie. Quand il arrive maintenant au village, ce sont les villageois qui viennent à la chefferie prendre. Voilà comment la société est en train de décliner, de se désorganiser. Et ce chef est dans cette situation. Non, on ne peut pas penser qu'il est dans la logique de ramener ses frères, bon, comme on dit, ses sujets au village. Peut-être, mais si c'est ça la logique, si c'est ça l'orientation, il s'en prend mal. Il s'en prend mal. L'histoire ne nous dit pas que le chef a organisé des réunions de concertation, l'arbre à palabre, pour voir pourquoi les gens fuient le village. Est-ce qu'il y a des litiges fonciers qui les font fuir?
Est-ce qu'il y a des problèmes de sorcellerie? Est-ce que ça, l'histoire ne nous dit pas. Donc, à ce moment précis, en Afrique, lorsque quelqu'un meurt, tout s'arrête. C'est-à-dire les différends, tout s'arrête. On essaie de régler les différends qu'on avait, y compris et surtout avec le défunt. On règle ces différends, on l'accompagne. Parce que désormais, s'il était un digne fils, il deviendra parmi les ancêtres. Mais s'il n'était pas un digne fils, parce que tous les morts ne sont pas les ancêtres. Parce qu'il y a des gens qui meurent dans l'indignité totale, ils ne peuvent pas être les ancêtres. Donc vous ne pouvez pas les invoquer. Nous qui les invoquons souvent, il y en a qu'on écarte. Oui. Même lorsqu'il faut, j'allais dire, laver leur progéniture, on les écarte pratiquement. On ne peut pas les appeler parce qu'ils n'ont rien de positif à apporter sur leur propre progéniture même. Donc, est-ce que c'est le cas de cette élite apparemment? Je parle d'élite parce qu'on dit qu'il a des terrains partout et tout. Est-ce qu'ils s'étaient rebellés? Est-ce que là, l'histoire ne nous dit pas? Mais toujours est-il que face à la mort, on s'arrête, on règle le contentieux et on l'accompagne. Maintenant, je termine. Quand on dit la concession du père, oui, au préalable, c'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire qu'aucun de nous, même lorsqu'on arrivait par des phénomènes migratoires et que des conquêtes s'étaient passées quelquefois par des guerres, c'est la famille qui a obtenu un terrain, qui acquérait un terrain. Et lorsque vous avez 2, 3, 4 femmes, et justement, vous les répartissez, chaque femme a une case avec sa progéniture, vous avez votre case seule, mais à la fin donc, c'est ce terrain qu'on commence d'abord à diviser. Les aînés sont supposés avoir le terrain et vous, les derniers, c'est pour ça que dans certaines sociétés sont des successeurs. Donc, ces chefs-là, c'est des faux chefs. Si l'option est de ramener les élites au village, c'est des réunions de concertation, des tenues de palabres. Mais est-ce qu'il n'y a pas des élites qui parfois créent des problèmes dans le village parce qu'ils abandonnent très souvent le développement de leur village pour s'établir partout? On peut voir comme ça quelqu'un qui a construit les immeubles partout et qu'au village, il n'a daigné rien faire. Oui, absolument. Oui. Mais ça ne dit pas qu'on doit rejeter, qu'on doit refuser son corps au village. Justement, on accueille son corps, on l'installe généralement dans des endroits, je dirais, qui ne sont pas dignes de son statut social. Et là, le chef vient donc prononcer le discours en vous disant, regardez, moi-même, on m'a dit ici qu'il accueillait tout le monde. Il était même comme un ambassadeur là-bas. Mais regardez comment il a dit. Vous qui allez oublier le village, vous qui oubliez souvent vos villages, regardez dans quelle situation vous vous trouvez un dernier moment. Les enfants vont commencer à végéter. Voilà. Donc, pendant les obsèques, donc, on énonce ce genre de dérive. Ok. Alors, Chalamel, dans l'histoire de ce matin, de quoi il s'agit pour vous? Monsieur Eric Fopoussi, il s'agit d'un apatride traditionnel. Vous avez des gens, monsieur Eric Fopoussi, déjà la première règle traditionnelle voudrait que le jeune garçon qui quitte la concession de son père, ou bien qu'un jeune garçon ne quitte la concession de son père sans avoir construit la cuisine de sa mère et affûté les armes de son père. C'est une règle. Ça, c'est une règle d'office que tout jeune garçon qui sort doit penser à aménager la cuisine de sa mère et affûter les armes de son père. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, c'est que vous ne pouvez pas vivre comme si vous ne saviez d'où vous venez. Vous ne pouvez vivre, vous ne pouvez pas vivre dans une ville comme si vous êtes exclu, vous êtes marginalisé. Vous allez vous rendre compte que lorsque le premier arrive, les premiers sont arrivés à Douala, ils ont acheté les terrains. Si c'est un Banganté qui a acheté, il a donné naissance au quartier Banganté. Si c'est un Bafia qui a acheté, ça a donné naissance au quartier Bafia. Si c'est un Nwondo qui a acheté, ça a donné naissance au quartier Mbamawondo. Il y a plein de Nwondo qui sont venus s'installer. Pareil à Kapa, où on retrouve les descendants de Namagota qui sortent tout droit, on va le dire comme ça, de peuple Béti qui sont installés de ce côté. Et à Nyala, toujours, on les retrouve tous les descendants de ce peuple. Donc c'est comme ça que ça se forgeait. Vous ne pouvez pas vivre dans une ville comme Douala et vous exclure.
Voilà quelqu'un qui est parti du village. Voilà quelqu'un qui est parti du village, il est venu s'installer à Douala. Ou peut-être à Yaoundé, parce qu'on ne nous a pas dit là où il s'est installé, ou à Yaoundé, ou à Béton, je ne sais pas moi où il s'est installé, monsieur Eric Fopoussi. Il a passé sa vie. En passant sa vie à Douala, qui devait aménager la cuisine de sa mère, qui devait défricher ou s'occuper de la concession, parce qu'on parle de concession, monsieur Eric Fopoussi. On parle de concession. Qui devait aménager leur concession familiale. Il arrive à Douala, il achète, je ne sais pas moi, à Yaoundé, il achète ses terrains, il construit, il s'installe, il est à l'aise. Il ne pense pas à là où il vient. Je vais vous dire que vous pouvez assassiner quelqu'un à Douala, vous portez le corps, vous rentrez au village, vous l'enterrez, vous retournez tranquille comme c'était un membre de votre famille. Ça, ça se faisait à une certaine époque. Que non. Le chef de quartier doit enregistrer le corps. C'est son quartier. Qui est décédé? C'est M. Tang, fils d'eux. Il est décédé de quoi? Il fait dans son rapport qu'il va rendre compte au chef en disant nous avons enterré tel corps. Le chef va rendre compte au sous-préfet que nous avons hérité. Les taux de natalité, on va juger, voilà nos enfants qui reviennent. On peut même organiser au niveau de la chefferie. Monsieur, il faut pousser une réunion pour dire mais pourquoi est-ce qu'on enterre trop? L'année dernière, on a enterré 20, 40, 60, 90. Pourquoi est-ce qu'on enterre trop? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on réfléchisse. C'est de là que partent toutes les interrogations. Autre chose, monsieur Eric Fopoussi, vous ne pouvez pas enterrer un corps que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas enterrer un corps que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas réceptionner un corps que vous ne connaissez pas. Donc, rassurez-vous que dans les années 1900, les années 1900, pas ça, et je vais reprendre le cas du roi Nana Tchakounte, une histoire que je connais particulièrement, le roi Nana Tchakounte, qui chaque année faisait une tournée traditionnelle, concession par concession. On arrivait dans votre concession, il s'arrête. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Expliquez-moi. S'il y a des problèmes de litige foncier, on enregistrait concession par concession avant d'organiser la fête annuelle. On réglait tous ces litiges. Vous avez des familles dont les concessions sont vides. Il n'y a même pas une case. Dans nos villages aujourd'hui, tous les villages, il y a des concessions et des individus, ils ont l'argent. Mais il n'y a pas une maison, la maison de leur père. Au nom de ton père et ta mère, la maison de leurs parents sont tombées. Leurs parents n'ont pas pu construire. Il n'y a pas une case. Mais ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé, ils font le gros dos. Ils ont l'argent, ils se vendent. Le jour qui tombe, monsieur Eric Fopoussi, vous avez vu des généraux de l'armée qui sont tombés, on a construit la maison en 3 mois. Vous avez vu des gens qui sont morts. On a appelé le chef de l'État. Excellence, excellence, la honte, excellence, le chef de l'État a débloqué de l'argent pour qu'on construise, on aménage la route. Qui va aller chez eux? C'est une honte. C'est une honte. Il y a beaucoup d'élites, des gens qui se disent élites. Je suis de tel village, je suis ceci. Lorsqu'ils ont des choses, c'est de qu'on fait le deuil. On tape, on met le temps, après chacun prend sa route, on disparaît. Qui va venir défricher ces tombes? Dans le village, il y a beaucoup de tombes qui sont abandonnées dans la forêt. Vous mourrez pas, on creuse piac, si on te jette, on se tourne. C'est donc par souci. Et je tire un coup de chapeau à ces chefs. Je ne sais pas de quel chef il s'agit, je tire un coup de chapeau. Je dis que venez construire. N'abandonnez pas vos concessions. Nous connaissons des jeunes dont les parents ont abandonné les concessions, comme on l'a dit. 10 ans, vous n'êtes pas là. 15 ans, 20 ans, vous n'êtes pas là. Le premier voisin divise votre concession. Le premier voisin prend votre champ. Le premier voisin s'installe. Lorsque vous arrivez, vous retrouvez vos racines comment? Vos lieux, chaque famille a son lieu sacré, vous le retrouvez comment? Donc, monsieur, il faut possible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Troisième. Hein, merci de me rappeler. Troisième point. Parce que je vous suis attentivement. Troisième point. Monsieur, il faut possible. Vous avez des gens qui arrivent le lundi. On décède, la personne est décédée lundi. On transporte le corps vendredi, on lève le corps à Douala, Yaoundé, Béton, Bafoussam, on lève le corps vendredi, on veille, samedi matin on arrive au village, puis on enterre, puis on est parti. Dans certains villages, on ne loue même pas les maisons des voisins. On ne demande même pas la maison des voisins parce que c'est interdit. Les gens fuient de construire au village, ils fuient de développer. On a développé la thématique sur l'exode rural, si vous vous souvenez. Pourquoi les gens fuient? Beaucoup de concessions tombent. Faites un tour en Consamba, vous allez vous rendre compte que la majeure, vous allez voir des maisons qui sont là. Il n'y a plus de propriétaires. La maison a vos marques prépatées, mais on va vous dire là, avocat, voilà.
On va vous dire non, il est dans le cabinet de tel ministre à Yaoundé, mais voilà la maison de ses parents, là où il a même grandi, qui est en train de tomber. Donc je crois que c'est l'occasion, M. Rifo-Poussi, d'attirer l'attention. Oui. Mais est-ce que la réponse de ce chef est la bonne réponse? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire pour résoudre ce problème? Oui, c'est comme ça. Mais il y a un corps au sol, comment on fait? Non, comment on gère ce corps-là? Monsieur Rifo-Poussi, qu'il rentre. Il y a la deuxième fois qu'il rentre et qu'il construise dans la concession. Parce que si on a refusé, parce que cette loi, nous avons travaillé au niveau de cette loi. Cette loi, quand même, c'est une loi traditionnelle. Ça concerne tous les chefs traditionnels. Ce n'est pas seulement une seule loi. La loi propre à une contrée, ils viennent construire une maison. C'est parce qu'il n'y a pas de concession. Ils remettent le corps à la morgue? Oui, et qu'ils construisent, même si ne serait-ce que c'est en blanche, qu'ils construisent une maison. Mais c'est qu'en Carabote, qu'ils construisent une maison là où il va veiller. On ne peut pas arriver dans un village avec un corps. C'est comme vous sortez, vous avez couru, vous avez fait le sport, vous entrez chez vous directement, vous allez à la salle de bain. Non. Vous descendez d'abord, la pression. Et ça, le corps doit passer la nuit. On doit veiller dans la concession traditionnelle pour préparer, monsieur Rifo-Poussi, établir le lien entre le défunt et ceux qui vont l'accueillir. Et le lendemain, on peut l'inhumer en paix. Tant que... Donc, il faut qu'ils partent. Je ne sais pas si c'est d'actualité. Ils remettent le corps à la mort, ils achètent des planches. Ils viennent construire une case au village, ils tôlent, ils font manger les villageois. Pendant qu'ils vont raconter, ils vont parler. Parce que c'est un inconnu. On ne le connaît pas. Donc, et je finis par là en disant, monsieur Rifo-Poussi, c'est très important. L'économie du village doit aussi vivre. Il y a des mamans qui vendent le vin. Il y a des mamans qui viennent avec le bâton. Il y a des mamans qui viennent avec l'arachide. Venir passer la nuit, se partager un peu de temps avec ses frères, récupérer l'économie, faire vivre un peu le village, que de tout acheter comme on va acheter les gens à Douala, venir avec le traiteur, venir avec tout, vous implanter. Ceux qui sont au village, vous regardez les bras croisés. Voilà, parfois avec émerveillement, on va le dire comme ça. Alors, Florazé, quelle est votre lecture de l'histoire de ce matin? C'est que les êtres humains, les hommes avec grand H, ont là, à un moment donné, de juger les autres, d'évaluer les états des uns et des autres. Chalamel dit que c'est un vrai chef, moi il dit que c'est un faux chef. C'est un faux chef. Quand il y a une situation de tristesse, et même quand on dit que l'enfant, les parents de ce monsieur ont une concession. Moi, quand je regarde un peu la vie de mon papa, enfin, qui a retapé, comme on dit souvent, la concession de son père. Quand son père est décédé, il a laissé un truc avec les terres battues et tout, hein, ou la toiture. Quand il il est devenu adulte, mature, avec les petites économies, il a retapé la maison de papa, de grand-père et tout. En dur? En dur. En fait, bon, il a retapé, si vous voulez, tout. D'accord. Il a retapé la maison, il avait une cuisine pour sa maman, et tout. Mais attendez, ce que je veux dire, oui, mais ce que je veux dire maintenant, c'est que ce monsieur déjà décédé, il y a une concession familiale. Je dis dans cette histoire, le chef... Non, attention, le chef a un problème particulier avec cette famille. Non. Nous ne nous voilons pas les yeux. Non. Parce qu'on a déjà encore qui est tombé, qui est là. Les gens sont en larmes et tout. Donc, c'est pas un chef traditionnel. Un chef de village de venir s'opposer et créer la zizanie. C'est pourquoi je dis, c'est un faux chef. Un chef rassemble. Un chef ne divise pas. C'est pourquoi je dis, c'est un faux chef. Maintenant, il y a des procédés. Il a constaté que dans le village, il y a certes des jeunes qui ne viennent pas. Il y a des familles qui ont déserté et tout. Il y a d'autres procédés. Pourquoi attendre un événement de tristesse pour dire, j'interdis. Non, il n'a pas le droit. De quel droit il s'oppose? Que les enfants même aillent. Non, attendez. Pourquoi ils s'opposent? Pourtant, les parents de ce monsieur ont vécu dans ce village. Et il y a une concession. Et vous avez posé la question à Karine. Est-ce qu'il n'y a pas une terre? Est-ce qu'il n'y a pas une terre? Il n'y a pas de maison dans la concession. Pour ma part, est fondamentale et très important. La terre, la maison même. Est-ce qu'il y a une terre qui appartient à cette famille? Oui. La réponse est oui, puisque grand-père a laissé une maison à tout. Ah non! Le monsieur est là, c'est vrai, il n'a pas construit. C'est vrai, quand il était vivant, il était comme on sait très bien le faire, c'est-à-dire entassé, amassé, mais il est mort. Il faut faire le deuil. Pourquoi ce type de comportement venant de la part d'une autorité traditionnelle qu'on est censé respecter et qui est censé rassembler et non diviser? Moi, c'est mon seul problème. C'est pourquoi je dis. Et la mort sur la vie. C'est pourquoi je dis. Profite de la mort pour Chalabel, vous trouvez son argumentaire, je vous en prie. Non, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire très attention. Beaucoup de personnes ici portent des carpes qui ne leur appartiennent pas.
Et je ne sais même pas comment cet homme a fait pour devenir chef. Parce que dans cette histoire, non. Dans cette histoire, on voit tout de suite qu'un monsieur, voilà, on a affaire à un monsieur, un chef qui veut régler ses litiges, ses problèmes qu'il a eu avec le monsieur dans le passé. C'est clair. C'est très clair. Je ne biaise pas le débat. Je ne biaise pas le débat. Vous biaisez le débat. Ce monsieur est censé parler. Attendez une seconde, Florazé. Non, Chalamel, souffrez que Florazé finisse. Prenez des notes. Prenez des notes. Le chef de quartier qui a envoyé le chef de village. Prenez des notes. Mais parce qu'il s'opposait. Non, parce qu'il s'opposait. Parce qu'il s'opposait bien longtemps. C'est pourquoi on a voulu passer par ces étapes. Parce qu'on a constaté que le chef s'oppose. Il s'oppose pourquoi? C'est ça la question. Et la réponse fondamentale, c'est que ce monsieur aura des griffes. Il doit avoir quelque chose en lui qui ne va pas et qui ne dit pas. D'accord. Et je vais terminer, et peut-être encore je vais me répéter. À un moment donné, on consulte, on va chez les aînés. Parce qu'à un certain âge, ils parlent avec sagesse. Et un chef traditionnel est quand même garant de nos coutumes, traditions et autres. Et je sais ce que je sais de la culture, de la tradition, ça ne divise pas. On n'est pas là pour diviser. Au contraire, si vous voulez amener, et comme on l'a dit, les gens ne veulent pas être contrés souvent pour rien. Soit justement il y a un manque de terre parce que certaines personnes sont accaparées et souvent avec la complicité de nos chefs traditionnels, soit il y a des problèmes de sorcellerie comme on l'a dit. Donc il y a tous ces paramètres qu'il faut mettre en jeu et l'histoire de ce matin ne nous dit pas tout ça. Le monsieur est dans le monde, il y a des enfants, on veut l'enterrer. Vous refusez pourquoi? Et pourtant il y a une terre qui appartient à cette famille. D'accord. Très bien. Karine va parler. Chalamel, désolé, ne sabotez pas ce programme, je vous en prie. Vous avez pris la parole suffisamment pour évoquer votre point de vue. On vous a longuement écouté. Et après, vous avez des trucs à dire, des choses à préciser. Vous prenez la parole juste après qu'on ait fait le tour de ce plateau. Allez-y, Karine. Oui. Ce chef-là a beaucoup de chance. D'être encore dans un village où quand il parle, on écoute. Voilà. Merci, Karine. Non, sérieusement, parce que dans certains villages, pendant qu'il est en train de parler, on a causé la tombe. Pendant qu'il continue de parler, on ferme la tombe. On finit ce qu'on a à faire et on rentre. On le laisse là-bas bavarder. S'il déterre, il déterre et il laisse là-bas. En fait, c'est quand même grave parce qu'on a déjà un cadavre. Généralement, dans des familles, le chef est censé connaître toute sa population, tout son peuple, toutes les familles. Ça veut dire que quand il reste là, il observe ses enfants. Tel enfant est ici, tel enfant est ça, tel enfant est ça. Il appelle un congrès général. Il n'attend pas qu'il y ait un cadavre pour parler de ça. On ne parle pas des choses lorsqu'il y a déjà un cadavre. On n'arrange pas les problèmes quand les gens sont en train de mourir. On enterre et on règle le problème pour que ça n'arrive plus. Ce n'est pas quand il y a un cadavre là, ok, il n'avait pas de maison, on fait comment? On jette son corps en brousse, on rentre avec enterré dans un cimetière ici. Autant mieux dire que ça n'entre même pas dans son village, puisque c'est déjà dans son village, donc il faut qu'on enterre. Généralement, dans nos familles quand même, il y a certains chefs qui profitent de certaines occasions pour soit régler leurs propres problèmes, soit demander une rançon. C'est-à-dire que c'est un chef il a demandé quelque chose qu'on n'a pas donné. Moi, c'est à mon avis. C'est-à-dire que lorsqu'on passe souvent, on ne part pas bras ballants pour rencontrer les chefs. Moi, je me dis qu'il a demandé quelque chose qu'on n'a pas pu donner et que la famille n'était pas préparée à ça, à l'instant. Il y a des familles comme ce monsieur-là, peut-être qu'il était occidentalisé, entre guillemets, comme on le dit souvent. Il n'a pas su ce qu'il faut faire étant vivant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il est arrivé à un moment où il faut bien qu'il rejoigne la terre de ses ancêtres. Laissez ses ancêtres lui dire que tu as mal fait, tu n'as pas construit chez vous, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais pas que vous le jugez, vous. Oui, vous le jugez. Qu'est-ce que les autres vont apprendre? Ok, on part même ailleurs construire là-bas, on va mourir, on va nous enterrer là-bas. Non, il faut que la leçon soit tirée. On l'enterre, mais à partir de là, on dit, on n'aimerait plus que ça se produise. Parce que dorénavant, chaque villageois ou encore chaque natif de ce village devrait avoir une concession ici. Très et bien. Ça commence là. Alors, Chalamel, on va revenir à vous, enfin, pour vos précisions. Ça me fait plaisir parce que, voilà, quand c'est comme ça, c'est bon, on est disciplinés tous. Quand même. Monsieur Eric Fopoussi, ce monsieur ne faisait pas les milieux traditionnels. Les réunions traditionnelles ne les faisait pas. Oui. Il ne côtoyait même pas les membres de son village. C'était un exclu. Pourquoi je le dis? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans aujourd'hui que l'association traditionnelle des chefs a mis sur pied, si vous voulez, permettez-moi, un petit édit royal selon lequel on n'enterre plus, on ne vient plus au village, le même jour on enterre et on rentre. Ça fait plus de 6 ans. Ça fait le tour de toutes les réunions.
Vous savez que vous levez, quelle que soit la ville où vous êtes, vous levez le corps jeudi. Ça veille dans la ville le jeudi. Le vendredi, ça arrive au village. Ça veille au village le vendredi. Et le samedi, on enterre. Ça fait le tour des réunions. Parce que dans chaque ville, il y a un représentant du chef. Qui est la courroie entre le chef. Parfois, la personne tombe. Lorsque quelqu'un décède, on informe le chef de la communauté qui informe le chef du village. C'est le chef du village. Parce qu'il faut la différence. Il y a le chef de quartier. Il y a le chef du village. Et le chef de groupement. C'est 3 étapes. Alors si vous voyez le chef de quartier, vous dites ce n'est pas de ma responsabilité, allez voir le chef du village. Que le chef du village vous dise que je ne peux pas le faire, allez voir le chef. Ça, le chef du groupement peut changer. Ça suppose que c'est quelque chose qui a été arrêté par tous. On a vu des villages, elle a dit, on a vu des villages où le chef pose une action. Pourquoi le chef du village décide de le faire. Donc, monsieur Eric Fopussi, autour d'un frère du village. Florazé, je vous en prie. Ça me dépasse, je ne ferai pas le même exercice avec vous qu'avec Chalamel. Oh mon Dieu, ayez au moins pitié de moi. C'est pas possible, mon Dieu. Oui, allez-y, Chalamel, terminez. On a vu des chefs donner des terres. Le chef peut arriver, et c'est même ce que beaucoup de chefs font. Le chef arrive, il se rend compte qu'une élite n'a pas de terre. Il vient, il souffle à l'oreille, il ne va pas réunir le village. Il dit, mais tu as beaucoup d'argent, viens. Voilà, on te trouve même une terre. J'appelle même quelqu'un, on te trouve un terrain, tu construis. Il dit, bon, je finis d'abord ce que j'ai à faire, je reviens. On a vu des gens, des chefs le faire. Venez dire que viens construire votre concession. Il y a plein de concessions. Vous savez, le maquis a fait trop de mal à beaucoup de villages. Beaucoup de gens ont abandonné leur village pour venir rester dans ce qu'on appelait le campement, monsieur le Fopussi, ce qu'on appelait le centre-ville, où on a un lieu commercial, abandonnant le village. Dans beaucoup de villages, vous allez vous rendre compte que ça fait du mal. Beaucoup de chefs se sont arrangés donc pour que les gens récupèrent leurs concessions. Parce que dans leurs concessions, ils peuvent s'épanouir, ça va grandir le village. Ils ont arrêté, ils ont précisé. S'il n'est pas rentré chez lui, s'il n'a pas voulu construire une maison, vous en plaignez à qui s'il est frappé. D'accord. On va lire les messages à présent avec vous, Florazé. Les messages de nos téléspectateurs qui veulent eux aussi avoir voix au chapitre. Allez-y, je vous en prie. Collins à Bafoussam réagit ce matin. Il nous dit qu'il perd sa culture, perd sa valeur, qu'il ne sait pas d'où il sort, ne saura pas où il va. Autre réaction. Avec les... Oui, ça arrive. Autre réaction ce matin. Je félicite ce chef. Nos villages ne sont pas des cimetières. Apprenons à honorer et à rendre prospères nos terres. Le chef a bien agi selon moi. Bon, enfin, le message n'est pas signé malheureusement. Autre réaction ce matin. Bonne décision du chef. Pour ce matin. Autre, les jeunes d'aujourd'hui, tu dis quoi? Si tu permets, oui, Bombok. Si nous regardons ce problème avec les yeux des hommes ordinaires, on peut le dire. Mais le chef, il sera jugé quand il va mourir, quand il prend une telle décision. Vous acceptez que l'âme de votre frère, de votre fils, de votre sujet, soit en errance ailleurs, ça va vous rattraper. Parce que nous faisons comme si nous voulons résoudre nos problèmes personnels. Les chefs, lorsque cette situation arrive, vous enterrez et vous faites votre allocution, vous commencez des réunions. Vous rejetez un corps, on vient l'enterrer un cimetière en ville, vous allez le regretter là-bas, dans le pays des ancêtres. Vous allez leur donner leur fils. Et en plus, quand vous mourrez, parce que les gens, peut-être comme tout le monde, ne voient pas ce côté-là, quels sont les gens qui viennent vous accueillir? On peut le dépêcher pour venir vous accueillir et c'est lui qui commence là, votre jugement, quand vous allez au-delà. Voilà. Donc il faut se méfier. Il faut suivre les raisons. Donc je suis d'accord. Posez dans vos concessions pour ne pas vivre ça. Ok, allez-y, Florazé. Lisons les messages. Mais sauf qu'on est Florazé, chef a très mal. Vous avez 450 mais vous avez une maison au village. Concentrez-vous sur les messages. Message. Au marché central à Yaoundé, Cyril réagit ce matin. Il dit que le chef a totalement raison. Voilà. Son rêve est de dépasser son enfant. Autre réaction par rapport au sujet de ce matin. Bon, ce monsieur n'est pas le chef. Je suis en désaccord total avec ce chef. Voilà, dans l'histoire du jour. Autre réaction ce matin. Sachez que si le chef du village s'oppose, même le chef
Bon, même le chef de l'État ne peut rien, c'est Fabrice qui réagit. Bon. Autre réaction ce matin, par rapport à l'histoire du jour, je peux tout simplement dire que le chef du village est un vrai, car il se soucie du développement de son village. C'est Azapsi de Tchang qui réagit ce matin. Et un dernier message, je vous en prie. Je suis sûr que le chef avait au préalable essayé d'amener les aides à développer ce village sans succès. C'est pour cette raison qu'il veut utiliser juste la méthode forte. Peut-être aussi ce monsieur de son vivant a régné le village. C'est Tala Bafoussam qui réagit ce matin. Merci à tous ceux qui nous regardent à travers le Cameroun et hors du pays, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, en Europe, Europe de l'Ouest, Europe centrale, Europe de l'Est. Merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox. Le Zénith se poursuit. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des colloques, virgule, ateliers, virgule, séminaires et forats dans ce pays. Comment comprendre que depuis près de 20 ans, le Cameroun ait battu le record en termes d'organisation des colloques, des ateliers, séminaires et forats? Précisons que nous n'avons pas pris en compte les réunions d'entreprise et les comités interministériels. Quels sont les mobiles qui justifient de telles dépenses dans ce pays? Quelle est l'identité de ces entrepreneurs de la mort qui hantent le Cameroun, organisant de telles dépenses budgétivores dans ce pays? Un doigt accusateur est à tort ou à raison pointé sur le gouvernement et ses démembrements. Ministres, gouverneurs de région, préfets, recteurs d'université, maires, parlementaires, directeurs généraux de sociétés, instituts nationaux et internationaux, partenaires dans cette conspiration contre le développement durable. Savez-vous qu'en près de 10 ans, le Cameroun, tout ministère confondu, a organisé près de 2000 séminaires, colloques, ateliers confondus. 2000. Supposons que chaque département ou que chaque département ministériel, le Cameroun en compte environ 58, accueille un seul séminaire ou colloque par jour. Cela fait au bas mot 58 séminaires publics. Multiplié par le nombre de mois, multiplié par le nombre d'années, vous verrez qu'on exagère. À quoi servent donc ces rencontres sur les questions et voies du développement pour que nous soyons toujours à la traîne? Permettez-moi de vous dire ici que nos colloques, nos séminaires, nos conférences sectorielles, nos missions sur le terrain cachent quelque chose d'étrange. Ils cachent les élans budgétivores de leurs organisateurs. Voyez les postes de dépenses, location d'hôtels, organisation, CTO, comité technique d'organisation, mission, commission, PDM, restauration, logistique, pour comprendre de quoi je parle. Comment comprendre que les résolutions de 10 colloques, ateliers, séminaires, forats ne soient jamais mis en application? Chaque année, un type de colloque, de forum, de séminaire. Juste pour le budget en cours, lorsque l'année finit, on réprogramme d'autres colloques et d'autres séminaires. Comment comprendre toutes ces sommes d'argent dépensées pour l'organisation de ces rencontres à la con? Savez-vous que si les colloques et les séminaires pouvaient apporter des changements au Cameroun, nous serons plus que Taïwan. Il se raconte dans les couloirs de la Banque mondiale qu'il faut être le Cameroun pour réussir l'exploit d'organiser environ 100 séminaires et colloques le mois. Les colloques et séminaires servent à faire le deuil du Cameroun, à voir l'enveloppe budgétaire consacrée à chaque occasion. Il a lieu de parler de deuil. On vient à un séminaire comme on va à des funérailles dans ce pays. On s'assied, on dort, on prie que ça finit, on applaudit, on mange et on se dit au revoir. Comment comprendre que tous les journaux télévisés du Cameroun traitent à quelques détails près toujours des mêmes thématiques,
quel que soit le jour de la semaine. Savez-vous que la plupart du temps, les journaux télévisés sont les comptes rendus des colloques et autres séminaires organisés par les ministères pour justifier de leur budget. Je me suis permis même d'établir une liste de mots-clés qui reviennent chaque jour dans tous les journaux télévisés du Cameroun. Séminaires, ateliers, colloques, symposiums, conciliabules, conférences, réunions, débats, tables rondes, congrès, rencontres, etc. Chaque édition des journaux consacre environ 3/4 de reportages à tel séminaire organisé par tel ministère autour du thème X. Tel autre ministère organise un symposium sur un autre thème, tandis que le troisième ministère a organisé un conciliabule sur un troisième thème. Les reportages, souvent très pauvres en information, se contentent de rappeler les thèmes et sous-thèmes du conciliabule en question, avec pour seule image les plans fixes de la caméra, braqués sur les différents participants du colloque. Les participants, généralement en costume, sous une chaleur accablante, restent figés, inactifs, amorphes, certainement pressés de voir la fin du colloque et de passer à l'essentiel, c'est-à-dire toucher les émoluments dus aux chargés de mission et surtout prendre part à la collation organisée à la fin du colloque et financée par les frais du contribuable. Si on aime tant les séminaires, les ateliers, les débats, les rencontres, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à organiser une rencontre pour discuter ou un forum pour discuter sur la question des multiples crises qui frappent le Cameroun? C'est un choix de gouvernance, un choix de gouvernement, un choix de direction du Cameroun qui dure depuis 37 ans et qui malheureusement n'a porté aucun fruit, même si on appelle tous les jours les Camerounais à toujours y croire. Et chaque fois, ils y croient et sont trompés par la suite, malheureusement. C'est ça le Cameroun, c'est comme si on est dans un film où on reprend tous les jours le rebobinage. Il y a un fait, on dit non, il faut croire au gouvernement, après ça va changer. On recommence, on remet le film indéfiniment et chaque fois le chemin est le même. On promet, ensuite on trompe. On promet, ensuite on trompe. Le Cameroun, il est ainsi fait avec ses forums, ses forats, comme vous avez dit, ces colloques, ces symposiums, avec leur batterie de dépenses faramineuses et inutiles. Le contribuable camerounais qui dépense donc beaucoup d'argent pour tout cela, au final pour n'avoir aucun résultat. Bon, Bengan, c'est dommage qu'on ait privilégié de s'asseoir dans les grands salons UP de Yaoundé ou de Kribi, partout où vous voulez, que d'aller sur le terrain, rencontrer les gens et toucher les vrais problèmes du doigt. Oui, je pense que le problème qui fâche ici, c'est la non-application des recommandations qui viennent de ces rencontres. Mais ce ne sont pas les rencontres en tant que telles. Parce que précisément, la culture africaine, c'est des rencontres, c'est la causerie, c'est la palabre, c'est l'arbre à palabre. Donc, ce n'est pas ça qui est mauvais. Je vais prendre 2 ou 3. Vous voyez, le Cameroun Business Forum, je ne sais pas quelle édition il est, 10e ou 11e, c'est lui qui coordonne l'activité, s'appelle le professeur Tounamama. Il a sorti un livre en leur disant, mais appliquons ce qui se passe. Vous leur dites, mais bon, comme il ne se nomme pas, c'est quelqu'un qui l'a nommé là, il est obligé de le faire. Mais il dit, mais nous n'appliquons pas. Il sort un livre en leur disant, mais non, de toutes les manières, on perd le temps. Voilà la question. Deuxième chose, nous parlons aujourd'hui de la famille, même de l'histoire du jour, on en parle. Il s'est tenu un colloque au Cameroun du 6 au 11 avril 1987 qui avait pour thème colloque sur la famille en Afrique noire, où beaucoup de gens avaient intervenu, nous autres. Comme quelle est la famille aujourd'hui, où on parlait de l'expression parenté responsable venait de naître. La famille, face aux églises qui arrivent, face à l'industrialisation, au milieu économique, face, les enfants nés avant mariage et tout. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et surtout, ce colloque regroupait presque, j'allais dire, tous les pays de l'Afrique noire, y compris l'Afrique francophone, lusophone et anglophone. Mais malheureusement, on vous dit, ah oui, on est les premiers à accueillir ça en Afrique, mais dès que le colloque finit, on ne sait plus même de quoi on parle. Le problème également, c'est que le chef de l'État lui-même l'a organisé. Apparemment, il a organisé investir au Cameroun. Voilà. Et même pendant les cinquantenaires, je pense que l'ancien Premier ministre français a même dirigé un colloque ici, et Michel Rocard. Mais c'est pour faire quoi? On vous parle de colloque dialogue pour favoriser le dialogue public-privé.
pour faire quoi? C'est ça qui gêne. Comme disait Charles Lamel, on dépense l'argent du contribuable, soi-disant pour chercher les voies et moyens pour parvenir à l'épanouissement, mais à la fin du colloque, on oublie qu'on était quelque part. Donc, c'est ça le gênant. Donc, en fait, on a l'impression de choses. Ou alors, moi, ce n'est pas l'impression, c'est un constat. Hein. Moi, je ne suis pas dans les impressions. Le constat est que l'entrepreneur en chef a imprimé l'inertie comme politique lui-même. Il dénonce ça, mais c'est lui qui l'a impliqué. Donc, deuxième chose qu'il a impliqué, c'est que il efface tout ce qui existe. Je vous prends un seul cas. Il parle maintenant de l'industrialisation du Cameroun. Il y a eu plusieurs rencontres, sommets, colloques, tout ce que vous voulez, sur l'énergie au Cameroun. Mais on a oublié que celui qui est président du Sénat aujourd'hui, lui avait présenté des études sur comment le Cameroun peut produire l'énergie électrique et revendre aux pays étrangers. Et voir même comment on va sauver l'industrie locale, notamment, on laisse à l'UQAM, mais on augmente le prix au kilowattheure à 1 franc. C'était en 1990, ça fait 29 ans. Il ne fait rien, on privatise, on ne sait même pas si on a privatisé, mais il prend quand même cet ami, il le nomme au Sénat. Et on oublie des choses. Donc en fait, c'est lui qui veut effacer le passé tout en créant l'inertie. Donc on va continuer à éplucher cette question Chalamel parce que c'est extrêmement grave. Lorsqu'on voit les frais de commission, les frais de per diem qui s'agrippent à ces différentes réunions, colloques et tout ce que vous appelez comme rassemblement inutile, des gens qui se réunissent pour se regarder le nombril et pour après ressortir étant heureux, pas d'avoir trouvé les solutions, mais d'avoir encaissé et avoir signé ou émargé quelque part. Au final, on se dit, mais finalement, ce pays ne va nulle part, là. Oui, mais il faut aussi, ce pays ne va nulle part. Souffrez que je vous dise que les gens vont à ces colloques, comme on va au deuil. On sait aujourd'hui que quand on va au deuil ou au funérailles, c'est pour manger et boire. Il y a une commission qui siège sur la restauration. Il y a une commission qui siège sur qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce que les directeurs généraux vont boire, les ministres vont boire, les paquets. Vous vous souvenez, à la fin des colloques, il y a des paquets même qui sont remis. On fait des agendas, on fait des stylos à billes, faut faire des badges pour pouvoir faire entrer. Il faut, c'est la paperasse. C'est quoi cette histoire, monsieur Eric Foposi? On a eu le Forum national de l'industrie du Cameroun. Ça nous a amené où? Le Forum national de l'industrie du Cameroun, ça nous a amené où? On a eu le Forum national sur la gouvernance de l'Internet au Cameroun, monsieur Eric Foposi. Voyez-vous un Forum national sur la gouvernance de l'Internet au Cameroun. Donc, le Forum des PME, on est Forum de l'emploi, Forum national sur la gouvernance minière, Forum national d'investir au Cameroun, Cameroun Business, Forum national sur le numérique. Mais on organise tous ces forums à longueur de journée. On va de tel ministère à tel ministère, tel ministère à tel ministère, réunion interministérielle, colloque, atelier de formation, atelier, séminaire de remise à niveau, pour que le Cameroun soit toujours là derrière. Ouais. On voit que les résultats ne sont pas au rendez-vous, malheureusement. C'est de l'échec total. Karine va également prendre la parole. Alors moi, je vais prendre... oui, allez-y, Karine. Je vais juste citer le président de la République pour commencer. Je tiens à attirer une nouvelle fois votre attention sur la nécessité de rationaliser les dépenses et d'améliorer la qualité dans un contexte international marqué par la rareté des ressources financières. Ça, c'est le 9 décembre 2014 lors d'un conseil interministériel qui aura duré 25 minutes. Ce sont les paroles du chef de l'État. Alors, il fallait dans cette situation-là réduire les coûts des colloques, des voyages internationaux pour des séminaires et autres. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas trop où on en est. Mais récemment encore, le Premier ministre a sorti une autre dépêche qui nous a permis de comprendre aussi qu'il faut réduire encore les dépenses. Et à chaque fois qu'on voudra voyager pour un séminaire ou un colloque, il faudra demander une autorisation qui sera ensuite ainsi de suite. Mais de toutes les façons, ça coûte très cher au Cameroun, ces colloques. D'accord. Ça coûte cher au Cameroun. Encore que lorsque ces colloques-là sont à l'étranger, hors de l'Afrique, c'est grave. D'accord. On va s'arrêter là, on va revenir dans un court instant. Madame, Monsieur, quelques petites minutes de pause et après, on reprend encore la route pour ce Zénith. Deuxième partie dans un court instant.
Retour sur ce plateau, madame, monsieur, deuxième partie de ce programme. Rendez-vous donc quotidien sur Equinox Télévision, 10-12, le zénith de ce lundi, 13 mai 2019. Pour cette deuxième partie du programme, puisqu'on a passé 1 heure en première partie, pour cette deuxième heure, on va s'atteler à d'autres rendez-vous de cette émission. Mais avant, on prend quelques messages envoyés par vos soins, madame, messieurs, pour les sujets que nous avons abordés sur ce plateau. Allez-y, Florazé. Fopoussi, ardent réagit, voilà, il dit vraiment cette affaire de colloque, c'est une fantaisie politique, parce qu'en aucun cas, on n'a jamais abouti à quelque chose de positif, que de beaux thèmes pour rien. Je pense que c'est juste pour justifier un certain vol, nous dit notre cher ami ce matin. Je dirais que 70% de séminaires, c'est pour distraire de l'argent, hein, voilà. Distraire de l'argent. Vous avez de la peine à dire ça. Ça vous surprend, non, ça? Pas de la peine. Oui. Alors, il est temps d'arrêter à tout ce cirque-là, hein, avec ces colloques et forums. Ça n'a pas marché depuis 37 ans. C'est Henri Nana qui réagit depuis la ville de Douala. N'ayez pas peur des mots, Florazé. Oui, je le dis. Voilà. Alors, Oui. Alors, autre réaction ce matin. Alors, notre pays est comme dans une bouteille abandonnée en pleine forêt. Nous ne savons même pas quand on va retrouver cette bouteille. Bon, voici c'est notre ami qui réagit ce matin. Peut-être, il pense encore à l'émergence 2035. Autre réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour. Je soutiens l'initiative du chef du quartier. Construisez au village pour éviter la honte le jour de sa mort. C'est Diana qui dit que c'est très important. Et vous lisez un dernier message? Voilà, autre réaction, c'est le Cameroun en fait qui est très compliqué. Comment comprendre tout cela à travers ces colloques et séminaires inexplicables? D'accord, on va s'arrêter là, on va prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux, pile au temps prévu, 11h05. Allez-y, Florazé, pour cette partie de l'émission qui vous est, du moins, qui est dirigée par vous personnellement. Oui, Eric Fopoussi. Dois-je le dire? Dois-je le dire? Bien sûr. 3 informations et ensemble on va commenter 3 informations pour ce week-end dans la ville d'Ezeka. On est dans le Nyon-Ekele où on a encore enregistré des affrontements de violents, on va dire, affrontements dans cette ville. Que se passe-t-il avec les Camerounais? En tout cas, on a aussi enregistré plusieurs blessés dans ces affrontements intercommunautaires dans la ville d'Ezeka. En tout cas, altercation qui opposait donc les natifs de la ville et une autre faction, ou alors une autre partie également du septentrion, de la région du Nord. Et on rappelle que dans la nuit donc dernière, rappelons que c'est ce week-end, on a enregistré des personnes avec des goudins, des armes blanches, en tout cas, qu'ils ont utilisé justement pour s'affronter. 3 blessés ont été enregistrés. Rappelons quand même que les autorités ont suspendu cette activité également de moto-taximène parce que tout est parti justement d'un moto-taximène de la ville, ressortant de la ville qui a été donc violenté, on va dire, qui s'est fait agresser et puis justement les natifs qui n'ont pas supporté, ils estiment que c'est la énième fois, ils n'ont donc pas supporté justement cette agression de plus et ont donc décidé d'aller à cet affrontement. Rappelons également que les acteurs du secteur des transports dans la ville d'Ezeka, justement par les motos, donc vont d'abord observer une sorte de trêve jusqu'à ce qu'Eric Fopoussi connaît un peu plus d'informations par rapport à cette situation. Mais rappelons quand même que la tension était très vive ce week-end à Ezeka, d'où cet affrontement est plutôt triste. De vous à moi, est-ce qu'il s'agit là vraiment des affrontements intercommunautaires? De vous à moi, vous voyez, est-ce qu'il s'agit là d'affrontements intercommunautaires? Bon, je dirais non. Non, mais écoutez. C'est les gens qui ont toujours vécu. Voilà. Honnêtement, vous avez commencé par ça et puis je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais... Rappelons quand même que face à cette situation, beaucoup sur la toile se sont un peu rappelés des affrontements qu'on a eu à
au Bala. Et puis, vous savez, oui, vraiment, c'est le thème qui est utilisé sur la toile intercommunautaire. C'est très cool. Même si ce n'est pas la même chose, ce sont pratiquement les mêmes thèmes qui sont véhiculés sur la toile et autres. C'est-à-dire, mais les mêmes thèmes, vous restituez ce qui s'est passé. On trouve qu'il n'y a pas de tension intercommunautaire, mais les gens s'empressent à dire tension intercommunautaire, affrontement intercommunautaire. Donc, c'est malsain, ça. Et on peut le comprendre dans un pays où depuis 37 ans, non, et permettez-moi, Florazé, ça peut se comprendre dans un pays où depuis 37 ans, il y a un tribalisme d'État qui a été instauré et on peut comprendre que les gens aujourd'hui puissent sortir de leur patriotisme pour avoir ce type de propos, de termes qu'on sort comme ça de manière gratuite. Parce qu'il faut vous dire qu'au temps d'Ahidjo, il avait réussi, on peut tout lui reprocher, mais on peut reconnaître qu'en son temps, il y avait le patriotisme. On peut le dire ici. Vous savez qui était le chef d'état-major de l'armée à l'époque de Ahidjo? Général Pierre Semengue. Vous voyez, l'armée, c'est le creuset de l'unité nationale. L'armée, c'est le creuset. On ne doit pas prendre l'armée et en faire une affaire d'aire géographique. Hein? Un ministère comme celui des Finances, par exemple, au temps d'Ahidjo, n'avait pas été occupé par une personne de son aire géographique, par exemple. Donc, il faut bien voir tout cela et comprendre que tout cela a contribué à mettre en place une forme de mantra, quelque chose qui agrippe tout le monde. Et chaque fois qu'il y a un affrontement, on dit « Ah, affrontement intercommunautaire », parce que les gens ont perdu l'idée de ce qu'est le Cameroun, de ce qu'est un Camerounais et tout le reste. Alors bon, Bengan, comment vous appréciez ce qui s'est passé à Ezeka? Non, deux choses. La première, d'abord l'appréciation de nous tous Camerounais, qui montre que nous avons un problème d'éducation à la citoyenneté. Nous avons c'est-à-dire à Ezeka, les gens des gens sont agressés. Et on veut se lever contre les bandits qui agressent. Et il y en a qui jettent un mot, ils jettent lui dans le feu en disant « ce sont les tels ». Voilà, vous savez, ça commence à être mal interprété au point où on ne sait même plus, ou alors on s'écarte de la situation qui s'est posée au départ. C'est le premier problème. Deuxième problème, là c'est l'État même, et vous avez bien fait de relever la situation de l'ancien président Amadou Ahidjo. Nous sommes en train de construire une nation autour de nos nationalités. C'est ça le véritable problème. Comment on construit cette nation-là? Et on n'a pas voulu qu'il y ait un débat autour, précisément parce qu'on n'intègre pas les orientations de certains intellectuels. Chalamel a énoncé quelques données tout à l'heure que Jean-Marc l'avait écrit dans un de ses livres, L'Afrique des villages. Ça n'a jamais fait du mal à quelqu'un qu'une certaine communauté vienne à Douala, Yaoundé dire foyer tel, ou bien à Douala, vous dites Nebel Bamewondo, Nebel Bassa, Nebel ceci. Ça n'a jamais fait du mal à quelqu'un, au point où à un moment, même des clubs, on les appelait les clubs de canton. Il n'y a jamais eu de guerre. Lorsque Canon, qu'on disait un Kondongo, qui jouait contre Tonnerre de Vogada, ça n'a jamais causé de problèmes entre les ressortissants de Vogada et de Kondongo. De la même manière ici, c'est plutôt entre Caïman, Aqua, ou Léopard Deyo, Oryx, Bélois, ça n'a jamais causé de problèmes à qui que ce soit. Précisément parce que la fierté d'appartenir à sa nationalité l'amenait à la construction d'une nation. Mais on a laissé, au lieu que cela s'accompagne de la réconciliation, alors de la construction de l'État et de la nation, c'est-à-dire quoi? Les institutions au sein desquelles tous les citoyens se reconnaissent. Quand je vais porter plainte contre tel, je ne vais pas dire « Ah oui, mais dedans, je perds mon temps, c'est même son frère qui est là-bas ou c'est sa sœur qui est bon. » Vous voyez, donc vous allez porter plainte à la justice parce que vous estimez que la justice va rétablir les règles. Vous allez au commissariat de police, on ne dit pas, voilà. Donc malheureusement, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et le drame, c'est que celui qui est là, il a été au départ et à tous les strates de la société. C'est lui qui a signé pour le compte du Cameroun, par exemple, en 1967, la naissance de l'Institut panafricain pour le développement, IPD. Charles Lambert parlait tout à l'heure de colloque. On a oublié quelle était l'orientation de l'IPD, par exemple. Il monte des échelles, secrétaire général d'éducation, cabinet civil, secrétaire général président de la République, primature, président. Donc, on oublie tout.
pourquoi veut-on effacer? Pourquoi dit-on que l'administration est continue et on ne veut pas continuer l'embryon qu'on a constitué hier pour que ça devienne un enfant qui va grandir et devenir adulte et tout. D'accord. Oui, d'abord vous, Karine, allez-y d'abord sur cette affaire des DZK. Nous sommes quand même sous l'ère des stigmas sociaux. C'est-à-dire qu'on attribue très vite des faits à certaines personnes ou encore à certaines régions. Et je pense que ça devrait cesser. C'est quand même grave de dire que dans une ville, il ne peut pas avoir de bandits en dehors d'une tribu. C'est stigmatisant. Ça fait en sorte que même celui qui marche dans la rue, étant de cette tribu-là, se sent déjà bandit dans son âme. C'est pas bien d'être un citoyen et penser à cela. Ça veut dire qu'on est devenu tellement réfractaire à l'autre qu'on a l'impression que c'est nous les bonnes personnes. Et pourtant, le simple fait de stigmatiser le voisin fait de vous un criminel. Une personne qui marche dans la rue, qu'est-ce qui prouve que c'est cette ethnie-là qui agresse sur les mototaxis? Qu'est-ce qui prouve que ces bandits-là ne viennent même pas d'ailleurs? Nous sommes quand même à Douala, nous savons tous comment ça se passe quand on vous agresse sur les mototaxis. Parfois, c'est même pas des Camerounais. Voilà, parfois, ce n'est même pas des Camerounais qui arrivent là et qui font ce genre de choses. Donc, ça veut dire qu'il y a une recrudescence de ce genre de stigmatisation qui font que certaines personnes, quand elles arrivent même dans certaines localités, elles savent déjà que je suis un marginalisé et je vis comme ça. Et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et ça marche encore avec ce principe de l'autochtonie mal défini dans ce pays. On a l'impression que parce que je suis né quelque part, parce que je parle la langue de cette zone-là, je suis de cette zone et naturellement, j'ai des mots et personne d'autre. Non! C'est ça qu'il faut dire non. C'est à ça qu'il faut dire non. Le principe de l'autochtonie au Cameroun est biaisé. Il n'y a pas que des personnes des ECA qui doivent se définir comme des personnes des ECA. Il y a des gens qui ont grandi, qui sont nés là-bas, qui ont grandi et qui sont morts là-bas et qui ont été enterrés là-bas, mais qui n'appartiennent pas à cette localité. Mais qu'on arrête un peu. Un bandit est un bandit, peu importe d'où il vient. D'accord. D'abord, vous, Chalamel, et ensuite Florazé. Allez-y, Charles, sur ces affrontements à Ezeka. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Je vais vous dire que c'était des affrontements intercommunautaires. Je vais le dire. Pourquoi me le dire surtout et étayer votre argument. La veille, ça a commencé la veille, ça n'a pas commencé le jour, dimanche, non. Ça a commencé la veille. Intercommunautaire entre qui et qui? Entre la communauté petite autochtone et la communauté du Nord, monsieur Eric Fopoussi. Je préfère le dire comme ça. D'accord. Je peux dire que je n'ai pratiquement pas dormi parce qu'il y a des gens qui m'appelaient de là pour dire écoute ce qui est en train de se passer. Des gens relataient. J'ai eu au moins 13 coups de fil entre le samedi et le dimanche. Ça, c'est parti d'une agression comme à Dimbabok. C'est une affaire de Bentikiner. Ça a commencé avec les Bentikiner. Mais sauf que quand les différents Bentikiner sont rentrés, la façon de donner l'information est devenue que c'est les nordistes, c'est les X. Chacun en rentrant disait c'est les X. Et je vais vous dire d'où parle le mobile. Le mobile parle du fait que, comme ils ont fait ça au Bala, ça je vous dis ça de manière directe, hein, les gens qui appelaient, comme ils ont fait ça au Bala, c'est ce qu'ils veulent venir le faire ici. Voyez jusqu'où. Et je crois que Mbambok et moi, sur ce plateau, avons demandé... Est-ce que ceux qui sont originaires des ECA sont les mêmes d'Oubala? Je peux pas expliquer-nous très bien ce que vous voulez nous dire. Monsieur Eric Fopoussi, comme ils ont fait ça au Bala, ils veulent refaire cela ici. Je m'arrête là, je ne vais pas en plus, histoire de mettre l'huile au feu. Non, mais ceux qui ont compris, ceux qui ont connu la genèse de Bala où les deux jeunes se sont retrouvés là à sortir le poignard, l'autre a arraché le poignard pour le faire. On peut partir sur ça, je vous raconte, je ne vais pas rentrer pour mettre l'huile au feu. Non, mais je dis, Bombok et moi sur ce plateau étions de ceux qui avons dit, le gouvernement doit sortir. Le gouvernement doit prendre des mesures. Il faudrait qu'on stoppe cette saignée qui démarre. On nous a pondu un communiqué qui n'était pratiquement pas signé. On n'a vu aucune élite du coin. Pourtant, il y a plein d'élites qui se réclament de cette zone. On n'a vu aucune élite sortir. Était-elle d'accord avec ce qui s'était passé au Bala? N'était-elle pas d'accord? On ne connaîtra le point de vue de personne. L'ont-ils ravalé au rang de faits mineurs ou d'insolites? Personne ne peut le savoir. Toujours est-il que ça brûle. Ça continue à brûler au Bala. Si vous pensez que l'incendie était éteint, ça n'a pas été éteint, ça continue à brûler. Voilà Ezeka aujourd'hui qui se lève, qui pose cette même problématique. Ça va encore avec deux communautés. Parce que si ça avait été qu'un problème de Bentikiner, ça serait resté. Mais les racontants dedans, c'était... Permettez-moi. Le dimanche matin, c'est donc une vendetta qui est organisée dans toute la ville.
C'est une vendetta qui est organisée dans la ville. Il a fallu que le préfet sorte, que le préfet suppose qu'on organise, qu'on trouve un lieu défini, je pense le stade à côté de la gare, où toutes les parties doivent se retrouver pour qu'on essaye de fumer le calumet de la paix pour essayer de l'amener. Donc j'estime... Jusqu'ici, je ne vois pas où il y a des affrontements intercommunautaires. Charles Hamel, je suis désolé de vous le dire. Où est-ce qu'il y a affrontement intercommunautaire? C'est une horde de délinquants. C'est une horde de délinquants, ça il faut dire, c'est une horde de délinquants qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Comme ça a été le cas pour Bala. C'est une horde de délinquants, comme il faut mettre comme Bala. Maintenant que les gens viennent faire des instrumentalisations sur les affrontements interethniques, alors là, sincèrement, je vous le dis, cher Lamel, il n'y a pas des éléments probants qui nous montrent que nous sommes clairement là en face d'affrontements intercommunautaires. Il y a des délinquants, on doit les sanctionner. Ces délinquants-là, ce qui est certain, si vous demandez aux gens des ECA, est-ce qu'ils ont un problème avec ceux qui viennent d'ailleurs, ils vous diront qu'ils n'ont aucun problème. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vivent à Ezeka depuis de nombreuses générations qui n'ont jamais eu de souci à Ezeka. Qu'on arrête dans ce pays d'instrumentaliser. On sait où se trouve le tribalisme, qu'on ne vienne pas créer des alliés entre les personnes qui n'ont pas de soucis. Monsieur Eric Fopoussi, mettez tous les cubes que vous voulez, mettez même le sel, mettez le njangsang, mettez tout ce que vous voulez, maquillez ça comme vous voulez, ça reste qu'il y a un problème social. Il faut le résoudre. Et ça, il n'y a pas mieux placé que le gouvernement pour pouvoir gérer cela. On a pensé qu'il fallait mettre sur pied un projet de loi, que les députés pensent à cela, pour réprimer de la manière la plus sauvage et la plus barbare d'être important sur ce type sur le tribalisme et tout ce que vous voulez. Donc il faudrait qu'on s'asseye à un moment donné pour résoudre ce problème. Dites que c'est des délinquants, mais ils ont mobilisé toute une ville. Au point de faire sortir le préfet, au fait de faire sortir les forces de maintien de l'ordre. Au moins toute une ville a été paralysée. Les activités ont été paralysées. Donc je pense qu'il faudrait, ça a été le même cas au Bala, on a dit conflit interethnique, d'autres ont dit délinquants comme vous, pareil ça revient. Cherchons toujours à trouver des... Oh, Cameroun parle bien français. Cherchons à trouver des synonymes. Cherchons à trouver des mots ou des homonymes. Toujours est-il que le problème de fond reste le même. Il faut qu'on essaie d'arranger cela à travers des textes sévères. Toujours est-il, Charles Hamel, que des Camerounais vivent ensemble dans ce pays et sont à l'aise. Je ne dis pas non. Vous ne pouvez pas dire une chose et dire son contraire, voyons, Charles Hamel. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit qu'on peut maquiller. Si vous permettez en une seconde. Oui. Il n'existe pas de problème à proprement parler de tribalisme en tant que telle ethnie s'élève contre telle autre. Il existe un problème, j'allais dire, de justice sociale, un problème de précarité que certaines autres instrumentalisent. De vindicte populaire en réalité. Donc quand même à Oubala, pourquoi on ne transporte même pas l'information du genre qu'elle a arraché ma fille, puisque c'est de ça qu'il s'agissait. À ce moment-là, il n'y aurait pas eu d'affrontement. À Ezeka, la même chose. Donc en réalité, comment se fait-il que ceux qui sont exécutés, eux qui ont accueilli, ou alors les parents ont accueilli les autres sans qu'il y ait de problème? À l'époque, il y avait Bois du Cameroun là-bas, il y avait Sokapal, il y avait un certain nombre de choses. Ils n'ont jamais rejeté qui que ce soit. Donc, c'est donc, moi je partage d'autres. Voilà. C'est à ce moment donc qu'il faut intervenir. Il faudrait qu'on sache, d'abord à partir des chefs de bloc, chefs de quartier et autres, s'il y a une bande de bandits, qu'on commence à dire qu'au quartier 6, au quartier tel, des agressions ont commencé, peut-être des autodéfenses, peut-être comment faire pour que ceux qui se sont identifiés comme des bandits, qu'on les prenne, on les amène en justice et autres. Voilà, des vauriens qu'il faut rapidement ne pas vous dire que venir instrumentaliser. Et qu'est-ce qui va te dire que parce que le faciès a démontré que peut-être que c'est un centrafricain. Voilà, et les gens ne savent pas les conséquences des termes. Et bon, regarde, je suis d'accord avec vous quand vous le dites, parce qu'il est de notre responsabilité, je vous assure, il est de notre responsabilité d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. Si vous commencez à dire que les gens des ECA, les originaux des ECA, ont tapé les gens du Nord parce qu'ils estiment qu'eux, ils n'ont pas le droit de citer dans leur ville. Alors là, vous verrez des gens se lever dans toutes les villes du Cameroun pour dire ça. Non, attention, c'est justement ce qu'il faut éviter. Il faut l'éviter avec la dernière énergie. Alors que hier encore, quand on a découvert l'or à Ezeka, je peux vous affirmer, peut-être il n'y a pas de statistiques officielles. La ruée vers l'or, que la plupart, c'était les gars qui venaient du Nord. Voilà. Apparemment, ils se connaissent dans l'or. Mais regardez comment ils ont été accueillis à Ezeka. C'est même les gens d'Ezeka qui les disaient. À bras ouverts. Vous savez, bon, tu prends 4 mètres, on donnait 16 mètres carrés.
À chacun, voilà. Et pourquoi les gens hier, quand il y a même l'or qui doit apporter des affrontements, on les accueille. Et aujourd'hui, non, il faut le dire, les choses comme elles sont, c'est les bandits. Et chaque fois, quand il y a des bandits de telle communauté ou de telle autre, qu'on les identifie comme des bandits. Et qu'on les met hors de en son temps, si vous permettez, en son temps, ici nous avons décrié sur ce même plateau cette activité de moto-taxi qui était effectuée par des gens qui venaient d'ailleurs. On avait soulevé cette question sur le même plateau. On avait discuté en disant que ces gens qu'on retrouve, voient un Camerounais qui sort facilement le couteau, poignarde et tout le sang, on l'avait dit sur ce plateau, c'était difficile. La même question revient. Quel est donc le rôle des chefs? Quel est le rôle des chefs des quartiers, des chefs de bloc? Si ce n'est enregistrer des nouveaux arrivants dans les quartiers, si ce n'est savoir qui est le nouveau... Mais ça veut dire que les chefs ne travaillent pas. Ça veut dire que l'autorité administrative... le projet, les fichiers électoraux. Ça veut dire que les autorités administratives ne travaillent pas parce qu'on doit être susceptible de savoir qu'on a une communauté telle. Il y a un membre qui vient d'arriver. On a les Nigériens. On a si. On doit être capable d'établir le fichier. Mais parce que la question centrale dans cette affaire, et c'est la justice au Cameroun, lorsque quelqu'un est délinquant, lorsque quelqu'un a commis un fait, on doit le punir, le mettre en prison. On ne peut pas admettre dans un pays comme le nôtre que des gens commettent des forfaits et vous les retrouvez 2 semaines après au quartier à pavaner librement sans avoir en narguant les gens. C'est ça qui... On a laissé dans ce pays trop de gens prendre trop de pouvoir dans les quartiers, devenir des petits caïds qui imposent à qui veut l'entendre leur pouvoir, leur force sur les territoires. Ça doit cesser. Non, on doit arrêter ça et ne pas surtout virer parce que c'est le piège. Si on commence à stigmatiser aussi les voisins, on commence à faire la xénophobie, là c'est encore plus grave, c'est dangereux. L'État a les moyens de mettre hors d'état de nuire des délinquants et on doit le faire. On va arrêter là pour ce sujet Florazé et passer à l'autre sujet. L'autre sujet, c'est un sujet de santé. Eric Fopoussi, on est à l'hôpital régional de Garoua. Déjà ce week-end, pour vivre ce scandale, notamment avec ce cas de négligence de la part d'une infirmière, justement, qui fait donc injecter de l'alcool, on le rappelle, injecter de l'alcool donc à un bébé de seulement 8 mois. Voilà, ce dernier n'a donc pas pu supporter cette dose et a rendu l'âme quelques heures plus tard. Rappelons que le ministre tout de suite a fait une sortie également, donc il a sanctionné ce cas également de négligence, mais de trafic aussi de médicaments qui s'effectuait même au sein de cette institution hospitalière depuis pas mal de temps déjà. Et dans ce communiqué, le ministre en appelle justement à l'humanisation des soins et justement réitère encore ses sincères condoléances à la famille attristée. Eric Fopoussi, c'est pratiquement le même scénario qu'on enregistre dans nos hôpitaux aujourd'hui. Comment sont formés maintenant nos infirmiers, médecins et autres? D'où sortent-ils, Eric Fopoussi? Voilà encore notre cas de négligence à condamner. Encore l'hôpital régional de Garoua. Tout récemment, ici, on montrait les images de lits et de salles d'utilisation totalement délabrées, défectueuses. Et là encore, on est clairement dans une situation qui est généralisée dans ce pays. Lorsqu'on parlait... infirmiers de la couveuse, des bébés qui sont décédés. Voilà, encore ici, à l'hôpital régional de Garoua. Peut-être qu'il faut voir le directeur là-bas, parce que ça pose un réel problème à monsieur le ministre. Voilà, alors, Karine Sontia, allez-y pour votre commentaire sur... ce cas désolant, on le dit, mais c'est inacceptable, c'est une horreur. Dans un pays normal, on aurait eu des démissions en cascade depuis l'annonce de cela. C'est inacceptable dans ce pays qu'une infirmière puisse injecter, je le dis encore et j'ai encore froid, j'ai des frissons, injecter de l'alcool médical, pas l'alcool, la bière, l'alcool médical dans un enfant. C'est pas comment on peut arriver à une telle confusion. Moi, je comprends pas ce qui se passe là. Dans un pays normal, nous serions en train de voir des démissions en cascade, mais c'est pas le cas. Tout se passe comme si on doit circuler. Il y a rien à voir. Karine, votre commentaire. Au début de cette actualité, j'ai pensé qu'il s'agissait de l'alcool, de la boisson, c'est-à-dire que. Mais après, je vois, je lis, je continue de lire, je vois que il s'agit évidemment de l'alcool médical. Ouais.
injecté sur un enfant de 8 mois. C'est-à-dire que l'enfant était certainement malade, l'enfant était en pédiatrie, il fallait prendre soin. C'est la raison pour laquelle on parle du métier d'infirmière. C'est un métier sacré, parce qu'il est encore plus important que le docteur. Parce que de toutes les façons, c'est l'infirmier qui est le plus proche du malade. Le docteur peut être un spécialiste, un généraliste, mais lorsque l'infirmière vous traite, c'est avec beaucoup plus de précision. C'est parce qu'elle a été formée pour cela. On va continuer à questionner comment est-ce que ces infirmiers sont recrutés, comment est-ce qu'on envoie les dossiers à Yaoundé pour être recrutés, comment est-ce qu'on négocie pour ne pas être affecté au nord, à l'extrême nord, à Bertois, ainsi de suite. On va continuer à parler de comment est-ce qu'on fait même pour que ceux qui sont véritablement formés, qui sont dans les formations privées, travaillent normalement et ceux qui sont dans le public n'arrivent pas à faire un travail remarquable. Nous sommes quand même dans l'hôpital principal d'une région. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais dans les autres petits centres de santé doit être là-bas à la perfection. Comment cette négligence, comment est-ce qu'on arrive à injecter de l'alcool à un nourrisson? Ça veut dire que soit on était distraite par les novellas que M. Bachou soulève souvent sur ce plateau, soit on est une infirmière qui ne sait pas son travail, peut-être la petite sœur d'un docteur, la petite sœur d'un médecin qui est arrivée là et a commencé à toucher les seringues, ainsi de suite, et on est tombé à là. Et encore que, il faudra que la sanction du ministre soit plus forte. 3 mois seulement, ce n'est pas suffisant pour que ça peine. C'est la perte d'un enfant. C'est de la perte d'un enfant qu'il s'agit. Et on est en train de parler d'une infirmière. C'est-à-dire qu'à la base, elle est d'abord une femme. Elle est une maman. Elle sait ce que enfanter veut dire. Et là, on a une décision qui est seulement 3 mois. Et je pense qu'elle devrait être plus forte. Et maintenant, pour chuter, je vais soulever une question qui est assez simple et qu'on néglige souvent. Voilà des Camerounais que si cette famille connaissait ses droits, elle aurait depuis lors porté plainte. Non, mais le procureur doit déjà s'exprimer là-dessus. Voilà. Tout à fait. Pour homicide involontaire. Voilà. Parce que là, au moins ça. quand même. Absolument. Oui, au moins ça. Alors, mais moi, ce qui est touchant, ce qui est révoltant et choquant dans cette affaire Chalamel, c'est que on est clairement là dans un contexte généralisé où les infirmières dans ce pays des fossats publics nous en montrent de toutes les couleurs. On a commencé ici à Deido où je disais il fallait qu'on vire ces infirmières. Je le disais même avec un peu de retenue. Qu'on me raconte 2, 3, 4 semaines plus tard que là-bas, ces gens, mais c'est pas possible. Ces gens-là, vous prenez du matériel qui va être utilisé par vous. Ces gens-là utilisent votre matériel, après désinfectent et utilisent le même matériel pour le patient. J'ai failli avoir une crise cardiaque, un AVC. Donc, vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, on vous impose d'acheter des choses et lorsque vous avez acheté, on met ça en background pour qu'on revend tranquillement et on utilise le même matériel sur 3, 4, 5 personnes. Non, à un moment donné, on doit s'asseoir dans ce pays et constater qu'on est dans un fourre-tout. Nous sommes dans une gouvernance de fourre-tout, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, l'infirmière ne suit au préalable que la prescription ou alors la demande express faite par le médecin. Même le vol des médicaments. Non, je dis le médecin. Vraiment, je m'en tiens, j'ai quand même un peu, je me suis battu un peu pour apprendre. Est-ce la prescription du pédiatre? Non, laissez-moi aller, s'il vous plaît. Le pédiatre était-il là? S'il vous plaît, laissez-moi dégager. Je dégage. Est-ce que le pédiatre était là? Est-ce que c'est par sursaut, cherchant à sauver, qu'elle s'est battue à le faire, sachant que le pédiatre ne passe même pas à l'hôpital, ou que cet hôpital n'a même pas de pédiatre, ou c'est que c'est un pédiatre qu'on a pris ailleurs qui vient constater. Deuxième problème, Chalamel, vous nous éloignez. Ça veut dire que c'est par sursaut que les infirmières de Deido ont filmé les enfants. Oui, allez-y, Charles. Comment est-ce que l'infirmière a-t-elle fait pour accéder aux médicaments?
je ne pense pas que c'est l'alcool qui traîne n'importe comment. Non. Comment a-t-elle fait pour accéder à cet alcool? Non, c'est sur Est-elle la allée à la table. pharmacie? Je me Est-elle permets. allée- Non, mais Chalamel, C'est accessible à l'hôpital. Il y a des médicaments qui sont là. Est-ce qu'il y a un La programme table de de l'infirmière dans ces hôpitaux, si vous y allez. Chalamel, Est chargée. Chalamel, est-ce Bétadine, alcool. Chalamel, je pose une question simple. Bétadine, alcool, 90 Chalamel, degrés. qui est-ce qui dans les c'est hôpitaux, tout. qui est-ce qui dans les hôpitaux administre les injections? Mais vous allez acheter. Ça s'achète en pharmacie. Vous revenez, vous déposez. Vous revenez, vous déposez. oui. Pour Maintenant, qu'on vous l'infirmière vient amène. maintenant pour Voilà, et administrer. vous allez acheter avec l'ordonnance. Justement. Lorsque vous arrivez, on demande, elle vous demande, première question, où est le carnet, si c'est un carnet, Justement. où est la prescription, elle pose la prescription, elle se met à lire avant de prélever. Ah, on a pour le prélevé. faire. Sauf qu'elle a confondu Je pose. l'un des médicaments pour prendre l'alcool. L'alcool. Je ne dis pas non, monsieur Eric Fopoussi. Nous disons la même chose. Sauf que je veux détailler en voyant la chaîne de responsabilité. Je ne la dédouane pas. Je ne suis pas en train de dédouaner l'infirmière. Non, monsieur Eric Fopoussi. C'est les chaînes de responsabilité. Est-ce qu'effectivement il y avait une prescription? Il faut se poser la question. Il y avait Est-ce une prescription de quoi? D'alcool. L'alcool ne peut pas être prescription. Pour injection. Quand on vous injecte, on prend l'alcool pour Nettoyer on avant va de vous compliquer. injecter. Sauf que la dame Même a en pris cas cette- d'infection généralisée, on n'a jamais dit qu'on vous inocule l'alcool. Je ne suis pas Je suis encore avec vous, je suis encore d'accord. D'accord. Oui, Charles. Avec Mais vous, vous monsieur. nous détournez. Vous bondissiez à chaque phrase alors que j'essaie Non, parce que vous voulez nous détourner. ne nous focalisons éloignez, pas. Je Charles. vous prends le cas de Deido. Oui. C'était 3 mois de suspension provisoire, mais rassurez-vous qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées et je peux vous dire que la chaîne est encore plus grande. Des sanctions qui arrivent pour Deido seront encore plus grandes que ce que vous avez tout simplement pensé. J'ai commencé Donc, c'est par de manière- dire ici oui. qu'on doit commencer par le directeur. Je vous ai dit que c'est la suspension n'est que provisoire en attendant qu'on établisse les responsabilités absolument. des uns et des autres. Ce n'est que provisoire. Oui. Pour ceux qui disent qu'il faut frapper parce que pour Deido, ça vient, ce sera plus fort. Donc j'estime, monsieur Eric Fopoussi, en termes de chaîne, vous avez parlé du directeur, je suis d'accord, mais il faudra le voir au niveau du pédiatre. Il faudra établir la différence. C'est pour ça que j'ai posé les chaînes de responsabilité. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir, est-ce que ça partait d'une prescription? Comment est-ce que cet alcool s'est retrouvé là? Parce qu'il y a une salle de soins. Il y a une salle de soins, il y a une salle de pansement, c'est toute une gamme de produits qui est déposée. Mais lorsqu'on veut faire les soins, on prend les soins, on les dépose à un endroit précis. Généralement, c'est dans des plateaux. C'est dans des plateaux qu'on dépose, qu'on administre. Est-ce que véritablement, c'est de l'alcool qu'on a injecté? Est-ce que ce n'est pas une autre substance qu'on a pris pour injecter? Ça encore, je crois qu'il faudrait que, et les légistes et tout, s'établissent. On peut dire de l'alcool, pourtant c'est une autre substance. Il faudrait bien qu'on établisse et qu'on Vous voulez encore éditer tout ce qu'on a dit, Chalamel? Non, je voulais- Oui, est-ce que c'est Florence, l'alcool? allez-y. Non, mais... Ah, ça fait... Non, mais oui, allez-y. Non, ça Florence. fait très mal, Eric On Fopoussi. dit l'alcool, Il n'y a mais pas faut savoir. que dans le manque de personnel dans nos hôpitaux et autres. Mais réellement, sérieusement, il faut revoir la constitution même mentale des personnes qui nous administrent les soins dans nos hôpitaux. Je crois qu'il faut reformer les gens et comme on va souvent le dire. C'est-à-dire, avant, quand on était jeune, il y avait le métier d'enseignant et de médecin. Tu rêvais, il y avait l'enseignement et administrer les soins. On rêvait. À notre époque, vous savez comment on appelait les NAM? L'école d'en bas. Tout le monde, quand un enfant réussissait au concours de l'école normale supérieure de l'ENAM, il abandonnait l'ENAM pour aller à l'école normale supérieure. Donc, Eric Fopoussi, moi-même qui vous parle personnellement, j'ai été victime et d'une femme comme moi qui avait un comportement, c'est-à-dire que c'est comme si elle était forcée de faire ce pourquoi elle a prêté serment. C'est grave qu'une infirmière, Ce n'est plus le serment d'Hippocrate, une femme, c'est le serment ait à d'Hippocrate. confondre de l'alcool, je ne sais pas moi, à quoi d'autre, Il y a un problème. et à injecter un enfant de 8 mois, et on est en pédiatrie. Je dis c'est très grave, c'est condamnable. Donc maintenant, il faut revoir, pas que le plateau technique, oui, mais les personnes qui vont nous administrer les soins sortent d'où? Ils sont constitués comment sur le plan moral et psychologique? Sont-ils prêts à nous administrer les soins? Vous arrivez en urgence, les personnes qui vous accueillent sont galères, assises. Elles sont assises. Elle sont ressent là. même du dégoût Vous, pour votre mal. justement, vous savez que vous êtes en sang et tout, on vous regarde, on dit madame, de côté, vous n'avez même pas encore payé le... Vous venez, vous criez pourquoi? Suivant. Et c'est comme ça, avec une désinvolture. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut revoir. Quand vous avez prêté, vous voulez apporter le soin, la vie. On a perdu une vie. Voilà une famille endeuillée, Eric Fopoussi, et qui justement ne va pas oublier de sitôt
Vous parlez de réconciliation de tout ce qui est arrivé. Je ne sais pas si c'est le seul enfant de cette dame. Je ne sais pas si c'est le premier enfant de cette dame. Mais voilà une famille qui va vivre avec cette blessure tout au long de la vie et qui justement aura toujours une personne. Vous l'avez dit. Est-ce que l'État va prendre à bras le corps ce problème sérieusement à l'hôpital régional de Garoua? Ne l'a jamais fait. Ils doivent. L'État ne l'a jamais fait et il ne le fera pas. Parce que c'est ce genre de situation qui alimente dans les colères. Non, mais je vous ai dit que le Cameroun, c'est comme un film. Chaque fois il y a une affaire, on y croit, après on nous trompe. Souvenez-vous l'affaire Monique Kouma-Tekel. Quand on pas dit de l'affaire, on a dit on prendra des résolutions, on prendra ceci, on recommence tous les jours le même film. Un gars met un CD, il joue à la fin, ça s'arrête, il remet encore un jour. Non, sincèrement, il n'y a plus rien à espérer dans ce pays. Allez-y. C'est 3 personnes qu'on a suspendues. C'est 3 personnes et parmi lesquelles trafic illicite de médicaments. Est-ce que la boîte sur laquelle on a injecté, la véritable boîte contenait le véritable produit. médicament. Voilà. Ça, c'est pas des questions qu'il faut poser. Parce que vous voyez le motif de suspension. Oui, mais sauf que ça remet, sauf que le principe est le même. Sauf que le principe est le même. Le principe est le même dans ce pays. Le principe, on peut tout dire. Faites les enquêtes comme vous voulez, faites les enquêtes comme on fait sur les enquêtes, on va prendre, envoyer les gars là-bas, ils ont les frais d'émission, tout ça. Faites les enquêtes que vous voulez, le principe est le même. Dans ce pays, des gens ont prêté serment pour travailler, ils ne le font pas comme il faut. C'est ça, c'est tout. On va, Florazé, terminer cette revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi en politique avec justement cette information qui crée le buzz et qui alimente pas mal de commentaires sur la toile à travers Cabral Liby, rappelons qu'il a été donc élu président du parti camerounais pour la réconciliation nationale, entendez, PCRN, le 11 mai. Donc ce week-end était très chargé lors d'un congrès justement qui s'est tenu à Guidigui. Ça c'est déjà une contrée qu'on connaît très bien et qu'on maîtrise au Cameroun. Et rappelons que sur la toile, certains se sont interrogés. Quel est donc l'avenir des citoyens? Mais Cabral Liby l'a dit, le parti Les Citoyens restera idem. Rappelons également qu'en sa qualité donc de président national, il est donc chargé de mettre en place des démembrements nationaux, territoriaux également du PCRN. C'est un parti politique qu'il va falloir retenir et donc c'est ce qui renseigne également le communiqué final qui fait également le buzz sur la toile et également un congrès électif du dit parti qui s'est donc tenu et puis justement qui élève Cabral Liby au rang donc du président national de ce parti, Eric Fopoussi. Alors quand cette information est tombée, j'ai cru à un gag. Sincèrement, je n'y croyais pas du tout. Il a fallu que j'appelle Cabral Liby lui-même pour demander, mais est-ce que c'est vrai ce que je vois circuler dans la toile là? C'est lui qui me confirme, non, c'est affirmatif, c'est sûr, c'est tranquille. Il dit, mais là, c'est... Bon, Robin, comment vous appréciez ça? Première chose, que le ministre Tangandi ne vienne pas nommer quelqu'un d'autre à la place, ce qui est arrivé à Kawala. Il allait prendre le professeur Tita, qui avait cédé place au cours d'un congrès à Kawala pour revenir dire que non, moi voilà, ton congrès ne me sert à rien. Moi, je reconnais Tita. Donc ici, qu'il prenne acte des résolutions du congrès de ce parti. Deuxième chose, oui, Cabral, apparemment, il était suspendu de l'activité politique. Mais ça me ramène aux années 55, quand on créait le One Cameroun. Oumniobe avait dit que si vous créez un parti politique, même si vous lui donnez le nom de la papaye, et que vous vous engagez dans la lutte pour la citoyenneté et tout, on va vous combattre. Non, s'il reste dans la même lignée, on va le combattre. Maintenant, je termine. Cabral, c'est une étoile. Je pense qu'il faut la laisser briller. Et c'est tout. D'accord, on va arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux Florazé. Tout de suite, on bascule au plateau B où nous attend Consti Lamine. Consti, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bon dimanche à tous les téléspectateurs de cette émission. Bon lundi. Il est encore un week-end, hein, le pauvre. On a encore bonjour, bon lundi à vous. Bon lundi, on a encore la nostalgie du dimanche qui était d'ailleurs très animé au concept de Salaka parce que nous étions en contact direct avec les clients du côté de Yaoundé. Alors je reviens dans le Yaoundé et je vais dire merci à ces clients qui m'ont réservé un accueil très très chaleureux. Alors ce lundi matin, je reviens une fois de plus avec la communication commerciale sur les antennes de Equinox Télévision, bien entendu avec votre complément alimentaire que vous connaissez déjà, le Von Bio Oméga 3 que voici.
ce complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Ceux qui ont des problèmes de rhumatisme, ceux qui ont des problèmes de courbature, c'est donc un complément alimentaire idéal pour assouplir vos articulations. De plus en plus, les gens sont très contents. Ceux qui le consomment sont également devenus des ambassadeurs de ce complément alimentaire. Et à tous ces clients, je leur dis merci beaucoup. Alors, ceux qui n'ont pas encore pris l'habitude de consommer l'oméga 3, je vous le conseille vivement parce que ce complément alimentaire est un complément alimentaire pas comme les autres. Alors, le prix, vous l'avez donc à 5 500 francs et ce prix est un prix qui est valable uniquement au concept Salaka parce que le prix officiel est de 6 000 pour ce complément alimentaire, mais uniquement pour le concept Salaka, vous l'avez à 5 500 francs. Et il faut le rappeler, chers téléspectateurs, c'est un complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique et qui est donc commercialisé au Cameroun par le concept Salaka au prix de 5 500 francs seulement. Je dis bien 5 500 francs. Et donc le prix à débourser pour une boîte de Von Bio Oméga 3 et à l'intérieur vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas et c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Vous avez également à côté du Von Bio Oméga 3 un lait de toilette pour diabétiques, une lotion pour diabétiques, c'est bel et bien Von Bio lotion que je conseille vivement à tous ceux qui sont diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Voici un lait de toilette qui vous permettra d'avoir une peau saine, une peau belle, une peau agréable. Vous l'avez donc à 6 000 du côté bien sûr du concept Salaka. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir au point de nos, c'est-à-dire dans notre point de vente, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de bénéficier d'une livraison à domicile, quelle que soit la ville où vous résidez, quel que soit le pays. Et je rappelle également que le concept Salaka est déjà représenté à Libreville, dont nous avons déjà un point de vente du côté de Libreville. Nos clients de Libreville pourront donc se ravitailler auprès du représentant du concept Salaka qui est basé à Libreville au Gabon. Alors n'oubliez surtout pas, comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que souffrir. N'attendez pas à voir l'AVC, n'attendez pas à voir le diabète, n'attendez pas à voir les problèmes de rhumatisme. Voici votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Merci Constilamine. Madame, monsieur, tout de suite interpellation et après commentaire sur le plateau. Pour moi, pour l'idée, pour le développement de notre pays, il faut d'abord que les membres du gouvernement, ils doivent changer la mentalité de voler tous les biens du pays pour aller s'enrichir avec en Europe, or que le Camerounais n'en profite rien dans les biens de notre pays. Et le deux, quand tu regardes les autres pays, ils profitent de leurs biens, mais nous on ne profite rien de notre pays. En voilà maintenant, quand ils restent de eux-mêmes, ils se mettent à voler l'argent de notre pays pour aller s'enrichir avec. On dit qu'on a attrapé, mais bon, on a attrapé ceci, cela. Comment on va attraper quelqu'un, on lui met en prison quand les biens sont encore là? Sa famille joue de ça et le peuple camerounais, il n'en profite rien de ça. Est-ce que c'est normal? Quand on dit qu'on a arrêté l'argent que quelqu'un a volé, on doit lui laisser libre, on récupère l'argent, on met dans le fonctionnement de l'État camerounais pour que les jeunes camerounais et même les autres qui ne travaillent pas doivent profiter de ça. C'est notre argent, on ne doit pas mettre un individu en prison et dire que l'argent, on fait quelle investigation? L'argent qu'il a volé là, on reconnaît qu'il a volé 3 000 milliards de notre pays. Ça va aller où? Les 3 000 milliards qu'il prend pour le pays là, ça peut ouvrir plus de 50 sociétés au Cameroun. Rien qu'une seule personne garde 3 000 milliards pour lui et sa famille. Et les autres Camerounais vont aller où? En voilà d'abord les choses qu'on doit interdire au Cameroun pour que le Cameroun doit avoir un bon développement. En voilà les routes, les sous-quartiers. Quand vous partez comme, disons, à Bonamoussa dit, vous prenez la route de l'axe de Fengoudon-Bangé. Vous allez trouver en route, il y a les trous, c'est comme si c'était le ravin. Or que c'est un axe qui part dans les villages et les villages. Et quand le gouvernement il est là, il voit tout ça, il ne veut pas venir ramer les trous et arranger comme il faut. Où est le développement? On aura ce développement comment?
C'est clair, les Camerounais sont excédés, les Camerounais sont éberlués par 37 ans d'échecs dans tous les domaines. On voit très bien dans ce qu'il a relevé. D'ailleurs, on le dit avec un peu de dépit nous-mêmes qui en parlons sur ce plateau, puisqu'on voit très bien qu'il y a une différence énorme entre ce qui est dit et ce qui est fait sur le terrain. Bon, on gagne juste 30 secondes pour réagir à ce qu'a dit le compatriote. Non, de lui dire que les dispositions, j'allais dire réglementaires et même légales du Cameroun considèrent que celui qui a détourné 500 000 francs CFA est un criminel et on peut le condamner à vie. Donc c'est le laxisme de l'État du renouveau qui a fait qu'on arrive à cette situation déplorable qui nous plonge tout droit dans le gouffre. Donc il faut punir. D'accord. Et rechercher à retourner cet argent. Ok. Merci infiniment. On va tout de suite basculer au plateau B où nous attend Miss Vergeturov. À tout de suite. Que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures. Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Au plateau B ce matin, Miss Vergeturov, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, bonjour fidèles téléspectateurs d'Equinox. Alors ce matin, je viens réitérer ce qu'elles sont nombreuses à le savoir. Vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes X, Y, Z dans les parfumeries, les grandes surfaces et dans les pharmacies, vous qui avez du mal à aborder des démembrés, vous qui avez du mal à vous rendre à la plage en maillot de bain, vous qui avez encore du mal à croire au miracle de la cosmétique, vous qui vous exclamez en ces thèmes, est-ce qu'il y a véritablement un produit miracle contre les vergetures? Eh bien oui, Miss Vergeturov a mis pour vous sur le marché depuis 3 ans une véritable panacée pour dire adieu à vos vergetures, pour vous donner du sourire au quotidien et pour vous permettre de ne plus cacher votre belle peau. Alors, c'est quoi cette crème miracle? C'est simplement Vergeturov, de par son appellation Vergeturov. C'est cette crème miracle faite à base de plantes, de fibres naturelles qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle ne se limite pas à éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Plus besoin de s'encombrer le foie avec des compléments alimentaires de collagène. Elle favorise la régénération cellulaire. Elle hydrate au quotidien. Elle hydrate en profondeur au quotidien. Elle nous protège contre les radicaux libres. Et enfin, elle combat efficacement la cellulite. C'est un véritable tous en un pour dire adieu aux vergetures. Véritable tous en un pour ne plus cacher votre belle peau. Alors, comment l'utiliser? Aussi simple. Pour utiliser Vergeturov, il vous suffira de nettoyer la zone à traiter, à sécher là, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produit que vous allez appliquer sur les vergetures, masser, frotter, jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur. Il faut noter ici que la sensation de chaleur n'est pas du tout désagréable. Répétez l'action 2 fois par jour, matin et soir, après un bain minutieux. Ne l'associez pas aux produits éclaircissants, ne l'utilisez pas simultanément aux produits éclaircissants. Sur la zone à traiter, appliquez uniquement Vergeturov. Commencer l'utilisation de Vergeturov, prenez la peine de filmer avant et après car c'est vous qui appréciez les résultats. Alors, c'est quoi la particularité de Vergeturov? C'est son petit prix, 6 500 francs pour dire adieu aux vergetures, 6 500 francs pour ne plus cacher sa belle peau, 6 500 francs pour pouvoir se rendre à la plage en maillot de bain. L'autre particularité, c'est sa double, triple protection contre les intempéries et enfin, c'est son efficacité qui n'est plus à
prouvé. Il faut par ailleurs, Vergeturof est super efficace sur tout type de vergetures. Les vergetures dues à une prise ou alors à une perte brutale du poids, les vergetures dues à une grossesse pendant et après, les vergetures dues à une transformation hormonale pour parler des adolescentes, les vergetures dues à l'utilisation des produits éclaircissants, encore appelés Johnson dans nos quartiers. Vergeturof est super efficace. Ici, nous allons citer quelques points de vente dans la ville de Douala. Parfumerie Momi, parfumerie Tata Solo du côté du marché central, parfumerie Marie-Yvette du côté du marché de Ndorbassi, parfumerie Éminence du côté du marché de Bonasama, parfumerie Kenfa du côté du marché Double Balle. Les points de vente étant si nombreux, appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28, 680 00 28 28. Donnez-nous la ville dans laquelle vous vous trouvez, votre quartier d'habitation et nous vous orientons dans le point de vente le plus proche. Merci Eric Fopoussi. Merci beaucoup à vous, Miss Vergeturof. On va, madame, monsieur, lire quelques messages avant que Constilamine nous rejoigne au plateau B ce matin. Florazé, on va une fois encore faire recours à vous. Allez-y rapidement, je vous en prie. Oui. Alors, autre réaction pour le cas de Garoua, parfois c'est un phénomène, parfois c'est le fait de vouloir changer de flacon de médicaments pour utiliser le reste de médicaments d'un ancien malade et garder le flacon encore fermé pour vendre à un autre malade. C'est ce que je disais ici. Voilà. Parfois, dans la précipitation, on peut confondre le produit. Ce phénomène est récurrent chez les infirmières. D'accord, très bien. On va voilà, si vous n'êtes pas attentif, le pipe est arrivé. On va malheureusement Michael Ababenda qui réagit. Arrêtez là, Michael Ababenda. Alors, Constilamine, rapidement, là, encore seulement 2 minutes avant la fin de l'émission. Allez-y rapidement, Consti. Bien entendu, Constilamine est capable de vendre même en 30 secondes. C'est ça la force de la vente du concept Salaka. Alors, un seul mot, chers téléspectateurs, plus besoin d'acheter n'importe quel poêle. Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre pour la même chose. Alors avec le concept Salaka, on a cette poêle qui est solide, qui est d'origine, qui ne colle pas. C'est bel et bien la poêle Red Copper. Si nous passons sur les antennes d'Equinox Télévision et si nous passons sur les antennes d'Equinox Radio, c'est tout simplement parce que c'est des articles de qualité à des prix vraiment défiant toute concurrence. Ça ne sert à rien de chercher de midi à 14h. Voici la solution pour une cuisine rapide. Voici la solution pour la réalisation des gâteaux de qualité. Voici Red Copper que vous avez à 14 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Donc, Mototenye Sengalemba Tatan, ou n'est pas ça Boumonon, et n'est pas ça Yaoundé, et n'est pas ça Bamenda, et n'est pas ça Bouya. Belende Tatan, et manjana nin poêle, ba bele mon Red Copper, et si ma collé, nin poêle, et manga boamoué, dans Mototenye Sengalemba Tatan. Top sende commande et n'est pas ça mis un tapis ya janda poêle nyongo ba bele mona Red Copper this poêle na son fine poêle il n'a dit coller il n'a dit ça dit une must use oya for make friture donc any man today must buy Red Copper na only 14 000 francs voilà ça pour magasin 1001 tapis à côté bien sûr de la poêle Red Copper on a la paire de gants ces gants de cuisine qui permettent de sécuriser nos doigts on n'a plus besoin d'utiliser des morceaux de tissu pour ouvrir sa marmite. Avec, bien entendu, super gants, on est à l'abri des brûlures et on dit merci au modernisme. Vous avez donc la paire de gants à 5 000 du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble de ces deux articles, vous débourserez tout simplement la somme de 16 500 francs. Je rappelle, c'est du neuf, c'est du bon, c'est de la qualité et c'est vendu au magasin 1001 tapis par le concept de Salaka de Constilamine. Ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de la poêle Red Copper, appelez-nous tout simplement à nos numéros de téléphone et vous serez livrés grâce à nos différents partenaires de livraison. N'oubliez surtout pas, la qualité et rien que la qualité, c'est au concept Salaka et surtout les meilleurs prix. Alors merci et rendez-vous au magasin 1001 tapis situé à Douala au Cameroun.
Merci Constantine Lamine. Madame Méchant s'arrête là pour ce matin. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h pour un nouveau numéro de cette émission 10-12 Le Zénith. Émission éminemment républicaine, éminemment patriote, du patriotisme du vrai et pas heurté ou bien dirigé vers un gouvernement. On va également rappeler que ce programme sera rediffusé tard dans la nuit à 1h30. Merci de rester avec nous sur Equinox. Que Dieu bénisse le Cameroun.